Cet épisode est sponsorisé par POA, Paris Underwater Adventure, le premier club d'apnée professionnel de la capitale. 5 créneaux piscine par semaine, fosses régulières du débutant à l'athlète, pour le fun ou la compète. Rejoignez Adrien et son équipe, la POA Family. Plus d'infos dans la description avec le petit code promo qui va bien. Bienvenue sur la Freediving Family, le podcast 100% apnée, 100% francophone. La Freediving Family, ce sont des interviews pour explorer les motivations, les peurs, les déclics et découvrir les parcours inspirants de nos femmes et nos hommes dauphins. Je suis Julien Moreau, membre de l'équipe de France d'apnée AIDA 2024, ainsi qu'AIDA Master Instructeur. Mais je suis avant tout, comme vous, un amoureux de l'océan et de la communauté apnée. Depuis 2021, je parcours le monde, de Bora Bora au Blue Hole égyptien. Sur ma route, je tends le micro aux freedivers vivant leur rêve de grand bleu. Installez-vous confortablement et bonne écoute à vous. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la Freediving Family, le podcast 100% apnée. Cet épisode est aussi soutenu par l'école d'apnée Blue Addictions. Elle est basée dans le sud de la France, à La Londe-les-Morts et Bornes-les-Mimosas. Depuis 2011, Blue Addictions propose des formations AIDA et FFESSM. Vous pouvez vous y former comme MEF1, passer votre RIFA ou encore faire votre AIDA 4. Que vous soyez un club, un débutant curieux ou un apnéiste confirmé, Blue Addictions vous propose des stages variés, des masterclass avec des grands noms de l'apnée, des ateliers sur la compensation avec Federico Mano. Blue Addictions dispose de 2 semi-rigides équipés de potence amovible et de 2 centres pour vous recevoir avec confort. Blue Addictions, c'est aussi une équipe d'apnéistes compétiteurs au niveau international, avec la Blue Addictions Pro Team. Merci à l'équipe Blue Addictions de soutenir le podcast Freediving Family. Salut la FF, c'est Julien. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Cyril Paulet. Cyril, c'est un grand gaillard, 1m88 à l'allure athlétique, la voix posée et assurée, une attitude à l'écoute et empathique qui met tout de suite en confiance. Des qualités essentielles pour remplir sa mission de capitaine de l'équipe de France profondeur FFESSM, lors des 2 derniers championnats à Mythicas et Kalamata. Pendant des années, il a également été coach de l'équipe de France AIDA. Cyril a été le compagnon de chasse sous-marine et d'apnée de Stéphane Mifsud, vous savez, le grand champion qui a fait 11 minutes 35 d'apnée statique. Et durant leur jeune époque, à 18-19 ans, ils partaient ensemble à bord du petit semi-rigide de Cyril et au programme plein d'aventures en quête de profondeur, plus d'ailleurs que de poissons. Cyril nous raconte leurs anecdotes et les accidents évités de justesse entre Samba et Mifsud qui restent coincés dans des failles rocheuses. Bref, il y a de quoi faire au niveau anecdote. Mais Cyril, ce n'est pas qu'un coach de l'équipe de France, à côté il est commercial dans le domaine du poids lourd. Et oui, c'est aussi un touche-à-tout. Et il a connu le succès en boxe américaine où il a été champion de France amateur. Notre capitaine nous parle aussi des coulisses de la FFESSM, du rôle de Romain Guénégas, le médecin hyperbare et urgentiste qui a aidé Mathieu Maréo après son blackout à 45 mètres de profondeur lors des derniers championnats du monde CIMAS à Mythicas. Bref, Cyril, c'est un passionné d'apnée, présent dans le milieu depuis les années 90. C'est un témoin et un acteur d'une multitude de championnats du monde d'apnée. Et il se livre ici, sans retenue. Je vous recommande de faire comme Cyril et de vous abonner à la Freediving Family, mais aussi de noter 5 étoiles votre podcast préféré d'apnée. Et oui, ça fait 14 mois que toutes les semaines, je vous propose une rencontre avec un acteur du milieu de l'apnée, que ce soit un athlète profondiste, que ce soit une danseuse, que ce soit un photographe, et je n'ai pas l'intention de lâcher. Mais si tu veux m'aider à soutenir ce média unique, deviens tipeur, tu peux retrouver le lien dans la description des épisodes et tu peux aider à partir de 1, 3, 4, 5 euros par mois. Vous êtes déjà une dizaine, donc merci. Maintenant, laissons place à Cyril Paulet, le capitaine de l'équipe de France profondeur FFESSM. Let's go. Bienvenue Cyril. Super. Merci, bienvenue à toi et puis merci de cette interview. Ça me fait grand plaisir de te recevoir. Il y a pas longtemps, j'ai eu Stéphane Toureau à la maison qui me dit mais il faut absolument que tu invites Cyril Paulet. Ça fait des années qu'il est dans le milieu. Il a été de nombreuses fois coach de l'équipe de France AIDA. Et puis récemment, tu étais aussi entraîneur principal de l'équipe de France FFESSM. Ouais. Donc voilà, tu es quand même quelqu'un qui arrive pas de nulle part. Et est-ce que tu peux te présenter dans les grandes lignes pour les auditeurs, te présenter ton âge, ton métier, ton club d'apnée Alors, je m'appelle Cyril Paulet, j'ai 54 ans, donc je suis plus tout jeune.
Je suis né à Paris, bizarrement, loin de la mer. J'avais un papa qui était lyonnais et une maman aveyronnaise. Et bon, voilà, ils se sont rencontrés sur Paris, donc je suis né là-haut. Et en fait, très jeune, j'ai eu mon papa qui était super sportif, en fait, qui était passionné de sport, en particulier du foot. Et du coup, j'ai eu droit à beaucoup de sport, en fait, et un petit peu l'éducation par le sport. Et je pense que c'est un peu ce qui m'a sauvé de beaucoup de mauvais pièges de la vie, de la jeunesse que tu peux croiser en banlieue parisienne notamment. Et le sport, voilà, ça m'a toujours aidé. Donc j'ai pratiqué plein de choses. J'ai commencé par le judo, la natation, évidemment le football parce que c'était la passion de mon père, donc Ouais. j'ai pas échappé. T'étais dans quel club J'ai- alors, à côté de Paris? Alors j'étais dans le Val d'Oise, j'étais à Beaumont-sur-Oise en fait. Beaumont-sur-Oise. Ouais, et d'ailleurs, c'est là où j'ai fait mes premières apnées, en fait, puisqu'en fait, moi, quand j'étais gamin, j'étais passionné des émissions de Cousteau. Ouais. J'adorais regarder les émissions du commandant Cousteau, et un jour, je m'en rappelle encore, comme si c'était hier, j'avais 11 ans, et je suis allé voir mon père, et j'ai dit, papa, je veux faire de la plongée sous-marine, absolument. Et c'est génial parce il a toujours, enfin, voilà, ils m'ont jamais mis trop de barrières à partir du moment où c'était du sport. Et donc, on a été s'inscrire en fait au club de Beaumont-sur-Oise, à la piscine municipale. En plongée Et bouteille alors. en plongée, bah ouais, ouais, du coup, en plongée bouteille en fait. Et j'ai commencé comme ça en fait, la plongée bouteille avec, en passant le BE, etc. Et du coup, ben, quand on faisait des entraînements piscine là-bas, on avait, bah forcément, on faisait un petit peu d'apnée, un petit peu de hockey subaquatique. À l'époque, c'était tout à fait le début du hockey subaquatique. Alors c'est dans quelles Et années ça, donc du coup, plein de, Cyril? Bah écoute, 11 ans en 1982, donc Ok, ouais, entre 82 et 85, voilà. ok. C'était il y a quelques années de ça. Et d'ailleurs, je m'étais toujours dit que j'allais revenir parce que depuis que j'ai fait ma petite carrière dans l'apnée, je m'étais toujours promis de retourner à Beaumont-sur-Oise parce que maintenant, en plus, ils ont comblé une ancienne carrière que j'ai connue à l'époque, D'accord. dans laquelle ils font maintenant une fosse et il y a un club d'apnée. D'ailleurs, il y a quelques apnéistes que j'ai eus qui ont déjà plongé là-bas. Et ils ont fait une piscine toute neuve, ils ont rasé l'ancienne piscine et je m'étais dit un jour, il faut vraiment que je retourne là-bas pour, voilà. C'est symbolique pour moi, mais j'avais envie d'y retourner, voilà, pour l'histoire. Un projet à mettre en Et place voilà. alors. Ouais, ouais, pourquoi pas. Il y a tellement de choses à faire que, mais bon, voilà. Et du coup, j'ai commencé là-bas en fait, voilà. Et entre autres, d'autres sports. Hein, j'ai fait plein de choses. J'ai fait des sports Hmm. de combat. J'ai fait du motocross. J'ai fait plein de choses. Voilà. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours, voilà, aidé pour faire beaucoup de sport. Et tu dis que le sport, ça t'a aidé à éviter des problèmes qu'on peut connaître dans les banlieues. Ça veut dire que t'as des copains qui Bah, sont j'étais partis un peu aux pas. cacahuètes avec la drogue ou des choses comme ça? Bah, pas que ça, la violence aussi. J'ai eu ma période en fait. Moi, j'ai eu la chance. Mes parents, ils avaient une entreprise où ils avaient quelques salariés, donc j'ai eu une belle enfance. Tu vois, j'ai manqué de rien. Mais forcément, à l'école, j'étais à l'école et je fréquentais plein de copains qui vivaient en banlieue, qui vivaient dans les HLM. Et puis, ben, les fréquentations font que ben, quand tes copains font des conneries, ben, tu fais des conneries avec eux, quoi. Voilà. Hmm. Donc, on a fait plein de choses. Et en fait, j'avais ce frein par rapport au sport qui m'a, ben, ne serait-ce que pour fumer, hein, simplement la cigarette. J'ai plein de copains qui fumaient. Moi, j'ai toujours fait du sport, donc je savais que c'était pas bien. Et puis, ma grand-mère paternelle, pardon, avait toujours fumé. Je me rappelais de l'odeur enfin, Hmm. de ses vêtements, des doigts qui étaient jaunis par les gitanes, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Et je sais que ça m'avait marqué quand j'étais petit. Et tu vois, ça, plus le sport, fait que, bah voilà, ça m'a écarté de beaucoup de mauvaises rencontres, je pense. Ouais. Voilà, alors j'ai fait des petites conneries, hein, comme tout le monde, mais je pense T'as que, fait quoi tes petites conneries alors? Si tu peux les partager sans finir en prison. ouais. Ouais, je sais pas, bon, en fait, je prenais un train de banlieue pour te dire, en fait, j'étais dans une école publique parce que mes parents, voilà, ils voulaient absolument que je fasse une scolarité dans le public. Donc, jusqu'à pas longtemps, j'ai fait sixième, cinquième, et après, c'est parti en vrille parce que j'étais dans une banlieue qui était un peu craignos à l'époque. Et du coup, après, je suis passé dans du privé. Et du coup, je prenais le train, par exemple, le train de banlieue tous les matins. J'avais une demi-heure de train. Je marchais une demi-heure pour aller de chez moi jusqu'à la gare. J'avais une demi-heure de train pour aller à mon école. Et après, j'avais encore un quart d'heure de marche. J'étais sur Cergy-Pontoise.
Sergi Pontoise, en ok. fait, au bahut. Ouais, à Cergy. Et du coup, bah, t'imagines bien dans le train le matin, le soir, enfin voilà, il t'arrive plein de mésaventures. T'es en quatrième, donc t'es tout jeune, hein, t'as ton petit sac US, là, comme on faisait à l'époque, là, kaki. Et puis, bah voilà, au début, tu te fais un peu secouer, tu te fais un peu brancher. Puis après, bah, tu comprends qu'il faut un peu montrer les dents pour se faire respecter. Et puis voilà, donc ouais, il m'est Ouais, tu arrivé t'es pas plein un de peu petites battu, tu t'es défendu, mésaventures. quoi. Ouais, Mais t'es exactement. un Ouais, grand ouais, j'ai fait quoi? gaillard. Moi, j'ai. J'ai vu sur les photos, tu fais Comment? quoi? Tu fais 1 mètre combien? Tu fais 1 m 80 facile. Ouais, plus que ça, je fais 1m88. Ah ouais, ouais, ça se voit, t'es un beau bébé. J'ai vu des photos, j'ai fait, mais attends, il est hyper Ouais. costaud, Cyril. Ouais, ouais, j'ai fait. Bon, là, en plus, je suis un peu en poids, là. Je suis pas à mon poids de forme, on va dire. Je suis mon poids de bonne forme. Mais Ouais. ouais, on va dire, quand j'étais bien affûté, je faisais 1m88, mais même affûté, je suis rarement descendu en dessous des 88 kilos, quoi. Ouais. Bah, d'ailleurs, quand je faisais de la boxe, j'ai fait de la boxe à haut niveau et j'avais la limite de ma catégorie, c'était 88 800. Et j'avais du mal à descendre. Je faisais 92, 93. Il fallait que je perde 4-5 kilos. C'était un peu. C'était pas facile. Voilà. Et tu faisais de la boxe au niveau national, régional? Ouais, alors j'ai commencé la boxe quand je suis arrivé dans le sud de la France, la boxe américaine, la boxe pied-point. Et j'ai fait ça de 80, ouais, 1989 jusqu'en 1980, non, je suis oui, de 89 jusqu'en 1995, 96, ouais, j'ai fait ça pendant 6 ans. Et j'ai fait les championnats de France amateurs. J'ai gagné les championnats de France amateurs en poids lourd. Ah ouais. Donc, champion de France amateur, poids Voilà. lourd en boxe anglaise. Boxe américaine, pied-point. Boxe américaine, Pied-point. excuse-moi. Ouais. Pas en anglaise, voilà. Bon. Voilà. J'ai l'impression que tu as eu quand même beaucoup d'expérience, tu t'es beaucoup challengé toi-même, et aujourd'hui ça t'aide pour être un entraîneur et Ouais. donner de la force aux Ouais. équipes de France Alors, FFESSM ou AIDA. ouais, il y a deux choses qui m'aident, je pense. En fait, il y a trois choses, je pense, qui m'aident qui m'ont aidé pour faire ce boulot, ce job. Effectivement, j'ai fait une multitude de sports et alors, j'ai pas réussi partout. On va dire, tu vois, par exemple, le foot, qui était le plaisir de mon père. J'étais nul. J'ai fait ça. Donc, pour lui faire plaisir, T'es j'en ai mauvais, fait pendant Cyril! 7. Ah non, mais j'en ai fait pendant 7 ans. C'est pas dur. Je pense que j'ai fait tous les postes qui existent, du gardien de but à l'ailier, en Ouais, passant partout. J'étais une brêle. ouais, Et j'avais que mon gabarit pour moi, mais ce qui n'était pas forcément un avantage au foot. Et en fait, j'aurais mieux fait de faire du rugby, je pense que j'aurais été bien meilleur, mais l'occasion s'est pas présentée. ouais. Bon, au moins ça Et du t'évite coup, quelques commotions cérébrales. c'est ça, c'est ça. Mais en fait, voilà, le fait d'avoir touché beaucoup de sports et d'avoir beaucoup de différentes méthodologies, je pense qu'effectivement ça m'aide. Après, la deuxième chose qui m'aide, c'est mon métier. Aujourd'hui, moi, je suis commercial. Et je fais ça depuis 30 ans. Donc Hmm. ça veut dire que bah, voilà, il faut, pour être un commercial, il faut s'intéresser aux gens, il faut être curieux, il faut s'intéresser aux autres et avoir beaucoup d'empathie, comprendre aussi le fonctionnement de l'être humain. Et on est tous différents, personne n'est pareil, c'est ce qui fait un petit peu le charme aussi. Donc en fait, voilà, et ça m'a appris beaucoup pour faire passer des messages aux gens et essayer Hmm. de faire euh, se rendre un peu mieux, enfin, d'être meilleur au stress, face à certaines situations. Et t'es commercial Voilà, dans et quel là, domaine? je vends des gros camions, des poids Tu... lourds. Ah, tu vends des poids lourds. Ok. Ouais, ouais. J'ai fait plein de choses dans ma vie et ça en particulier. Donc, vendeur de J'ai poids vendu des. lourds, champion de France amateur de boxe américaine, entraîneur de l'équipe de France FFESSM, sélectionneur aussi pour l'équipe de France AIDA. Tu as Ouais, eu énormément de casquettes. Est-ce que tu peux nous c'est expliquer pas mal. en quoi consiste le rôle d'entraîneur principal de l'équipe de France FFESSM? D'ailleurs, c'était ta première expérience pour la FFESSM, pour les championnats du Oui. monde à Mythicas. Les championnats du Non, monde, c'était ma deuxième. J'étais parti l'année dernière déjà, Ah, à ok. Kalamata. En fait, ça s'est présenté que moi, bah, depuis toujours, tu le sais, j'étais AIDA. Donc moi, j'ai fait toute ma carrière à l'AIDA. J'ai commencé à coacher à l'AIDA en 2007 et j'ai jusqu'en 2016 quasiment sur les championnats du monde. J'ai fait une petite coupure et après je suis revenu en 2019 pour les derniers championnats du monde AIDA qui ont eu lieu à Nice où Mm. Chapuis m'avait demandé d'être là parce que ça se faisait en France et c'était un des derniers gros championnats qui se faisait à Villefranche.
Et puis après, j'avais eu besoin, franchement, de couper avec l'apnée. Mais en général, hein, pas pour de raisons particulières, mais j'y ai laissé beaucoup de temps. Je pense, voilà, une partie de ma vie, une partie de ma famille. Donc, en fait, voilà, j'avais envie vraiment de couper et de me reposer. Et ça m'a fait du bien de couper pendant 5 ans. Et j'avais pas spécialement l'intention de revenir, hein. Entre-temps, j'ai fait autre chose. Et en fait, c'est ce qui m'a fait plaisir, en fait, c'est que l'opportunité, en fait, quand la Fédé a lancé un appel à candidature pour un poste d'entraîneur, c'est que c'est les athlètes qui m'ont appelé et ça, c'est toujours très gratifiant, Ouais. en fait. Donc, c'est certains athlètes qui m'ont contacté en me demandant si j'avais postulé et si ça m'intéressait d'y aller. Donc, voilà, je me suis pris une petite semaine pour réfléchir, pour savoir si j'étais déjà prêt à recommencer. Et puis après, c'est vrai que j'avais une vision de la Fédé extérieure qui n'était pas forcément positive. Parce que bah, quand tu es à l'AIDA, bah, c'est le vilain petit canard et la Fédé. Et quand tu as la Fédé, le vilain petit canard, c'est l'AIDA. Donc Bah c'est ouais. malheureux, mais c'est comme ça. Et donc du coup, j'avais pas forcément une vision. Et par curiosité, j'ai dit, j'aime pas voilà, prendre des positions sans connaître. Et donc du coup, j'ai rencontré les gens de la Fédé, entre autres Richard Thomas, le DTN, et Maxime Bergeron, le CTN, conseiller technique national, qui est l'adjoint de Richard. Et du coup, ça s'est fait humainement, en fait. On s'est rencontrés et voilà, je pense que le courant est bien passé entre nous. Et j'avais postulé, donc ils ont accepté ma candidature. La première année en 2024, je pense que c'était une année qui était une année test pour tous les deux. Enfin, je parle pour la Fédé et pour moi. Mm. C'est-à-dire que ça permettait de voir si je confirmais les attentes et ce qu'ils pensaient que je pouvais leur apporter, du moins apporter à l'équipe de France. Et moi, pour savoir si j'allais me sentir à l'aise dans un Mm. cadre fédéral qui est tout de même très différent, beaucoup plus structuré qu'AIDA. C'est pas une critique, hein, mais c'est juste un fait. Mm. Donc, savoir si j'allais, entre guillemets, T'épanouir, quoi. Mm. m'épanouir dans ce nouveau système. Et écoute, à Kalamata, c'était plutôt pas mal. Il y a du boulot, mais j'ai aimé le challenge. Ça s'est plutôt bien passé. Et donc, du coup, bah, on est reparti pour, tu sais, fédéralement, on parle en Olympiade, c'est-à-dire sur des périodes de 4 ans, donc de 2025 jusqu'en 2029. Voilà. Ok. Donc, effectivement, là, on est reparti sur Mythika cette année en 2025. Mais alors, j'ai l'impression que l'équipe, enfin l'entraîneur de l'équipe de France, du coup, on peut dire que tu es l'entraîneur de l'équipe de Ouais, France ouais, profondeur. Comment tu oui. fais pour coacher? Parce que les athlètes, il y en a qui sont à Nice, il y en a qui sont à Dab, il y en a qui sont à Ah, Pétaouchnok. c'est une Comment vous très bonne faites? question. C'est une très bonne question. Alors juste, j'ai oublié, je tiens à préciser parce que c'est important. En 2024, j'étais tout seul et cette année, j'ai quand même Lily qui m'a rejoint, Lily Crespi. Lily Crispi, Voilà. ouais. Voilà, donc il m'a rejoint en tant qu'entraîneur national adjointe et c'est important parce que je trouve c'est bien d'avoir aussi une vision féminine et une voilà une partie féminine pour avoir une parité au niveau des sélections et puis Lily elle a une expérience qui est dingue aussi puisque bah tu la connais puisqu'elle est Oui, sur bah elle oui. est, elle est sur Dahab. Et du coup, elle connaît énormément d'athlètes, elle connaît beaucoup d'athlètes étrangers aussi. Donc, c'était bien d'avoir aussi Lily avec moi à mes côtés cette année, même si elle n'a pas été présente à Mythicas, mais en tout cas, dans les phases de sélection, on a pas mal, voilà, on a échangé par mail et par message. Voilà. Et du coup, concrètement, ça donne quoi? Comment tu fais pour les coacher, nos Alors pour les champions côtés, donc c'est français? une très bonne question parce que c'est vrai qu'ils sont tous éparpillés dans aux quatre coins de la France et dans le monde entier pour certains. Alors la plupart, il faut savoir qu'ils ont quand même tous un préparateur physique et ils ont tous un niveau qui leur permet de savoir déjà ce qu'ils ont à faire, que ce soit en PPG, physio, apnée. Donc ils savent très bien ce qu'ils ont à faire. Et on va dire que l'essentiel de mon job ne va pas se situer là. Parce qu'en fait, ça, franchement, je te dis, ils ont les connaissances suffisantes, ils s'encadrent plutôt pas mal, que ce soit avec un préparateur mental, que ce soit avec
un préparateur physique. Voilà. Donc il y en a quelques-uns qui, notamment les jeunes, les relèves, qui ont besoin de petits conseils, mais Ouais. globalement, tous les apnéistes expérimentés, Je pense à euh, Jade Agboton, à Quentin Easy Schwartz, qui étaient des voilà, à espoirs cette Quentin, année. alors à Quentin, Jade, à aussi Anne-Sophie Bah Passalboni. oui, Anso, la meilleure. Voilà. J'essaie de la Et faire venir sur le podcast depuis un an et elle me dit toujours non. Elle me dit, je suis pas prête, je suis pas prête. ouais, ça J'espère que tu vas viendra, me la ça viendra, convaincre. ça viendra. Oui, oui, ça viendra, ça viendra. Ça viendra. Je pense, que c'est une belle, une future grande de ce sport et j'aimerais C'est bien sûr. qu'elle continue, voilà, parce qu'elle a des qualités incroyables. Du coup, Donc non, bah, ton... Ouais. donc du coup, si tu veux, j'ai pas trop besoin. Moi, vraiment, mon job, par contre, c'est d'avoir un suivi. C'est d'avoir le suivi sur l'année de ce qu'ils font. Donc, on essaye d'échanger, de voir ce qu'ils font à l'entraînement, leurs performances, où ils en sont de leur préparation la veille des championnats de France ou des sélections, des épreuves de sélection pour les championnats de France qui vont servir de sélection pour les mondiaux, pour l'équipe de France. Et après, la préparation qui ensuite, du coup, qui en découle aux mondiaux. Hmm. Et Donc, après, c'est pour vous le championnat de France FFESSM qui a lieu à Villefranche, c'est une phase de sélection pour l'équipe de France. ah oui, c'est la phase, on Et va pourquoi c'est dire. en début de saison alors? Pourquoi vous laissez pas un peu plus de temps aux athlètes pour se préparer? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les championnats du monde ont tout le temps lieu environ au mois de septembre. Ouais. Globalement, Ouais, toujours mi-septembre ou fin ouais, à septembre. Kalamata, ça a été vraiment une année exceptionnelle où c'était en octobre, mais globalement, c'est tout le temps, allez, on va dire entre le 1er et le 15 septembre, voire fin septembre. Ça veut dire que il faut pouvoir donner à la CMAS une équipe, réserver des hôtels, réserver des chambres, donner des noms euh, très tôt dans la saison. Quand je dis très tôt dans la saison, c'est globalement courant août, courant du mois d'août. Il faut quand même commencer, enfin même avant le mois, puisqu'en fait ça commence début septembre. L'idéal, ça serait au 30 juillet, fin juillet, d'arriver à avoir une équipe pour débloquer tout. Donc du coup, ça ramène en fait en sélection, il nous reste quoi? Il nous reste juin, juillet. On sait que malheureusement en Méditerranée, on commence à plonger très tard, hein, parce que l'eau Ouais, elle est elle froide, est ouais. pas, elle est froide. Donc en mai, c'est compliqué. Donc vraiment début juin, il y a pas beaucoup de créneaux pour s'entraîner et aller vraiment très profond. Et malheureusement, le niveau actuel ne permet pas de mettre des minima qui soient beaucoup plus bas, parce qu'en fait, on s'aperçoit tous les ans que même si nos athlètes de l'équipe de France ont du mal à réaliser des minima qui sont conséquents, mais qui, franchement, quand on regarde au niveau international, on est loin, loin encore Bah ouais, on est des, loin. des- des meilleurs. Il faut savoir que là, si tu as vu cette année en constant, le podium, il est à plus de 120 mètres. Les Hmm. 3 places, ça s'était jamais vu. Donc voilà, il y a une progression telle que aujourd'hui, tu peux pas envoyer des minima à 80 mètres, 90 mètres pour envoyer des gars aux mondiaux, quoi. C'est pas possible. Ouais, mais Et si tu laisses, si c'est en début de saison, on n'a pas le temps d'être prêt. C'est un coup aller ouais, au carton, c'est un coup aller mais au squeeze. Tu vois, si on est là, on veut chercher un athlète, il a la pression de faire le minima. alors, c'est pour ça qu'en fait, les règles de sélection, on les modifie tous les ans. Moi, quand je suis arrivé l'année dernière, c'est un peu ce qui m'a choqué, surtout que l'année dernière, si tu te rappelles, enfin en 2024, il a fait un temps de merde en plus à Bah Villefranche. oui, championnat de Il a France fait, horrible. donc c'était catastrophique et du coup, Ouais. c'était très compliqué. Après, c'est aussi à moi, en tant qu'entraîneur national, d'estimer ça. Tu vois, par exemple, si je reviens sur cette année, au final, j'avais dans les élites, les seniors, au final, il y avait très peu d'athlètes qui avaient réussi à faire les minima. Mais moi, j'ai pris, si tu veux, du coup, je me suis fait un petit tableau, et j'ai redescendu les minima à 95%. Et du coup, parmi ces athlètes-là, on a pu un petit peu voilà, faire un choix au niveau des athlètes. Donc après, si tu veux, on s'adapte. Mais on tient compte des Des circonstances, éléments, quoi. des Hmm. circonstances, des circonstances. Mais c'est vrai que tu n'as pas beaucoup le choix. Alors, on essaye de trouver des solutions euh, pour qu'il y ait plus de rendez-vous qui permettent aux athlètes Bah, il y en a pas de, beaucoup. Parce de qu'il y a le plonger. Mais France, il y a il y en rien. a. Il y a le France. Bon, Ouais. voilà. Et après, il y a quoi? Il y a Abdel qui organise en Corse le championnat régional.
Corse. Donc, ouais, Mais est-ce que vous l'idée, prenez c'est aussi les compétitions AIDA pour les bah, performances? par exemple, tu vois, cette année, on est en pleine discussion de. Tu auras une exclusivité sur ton podcast. On est en pleine discussion pour mettre le NAC, si tu veux, en phase de sélection. Ah bah Le voilà, ça place. c'est bien Voilà. ça. Voilà. Ouais. Donc, l'objectif, alors tu vois, c'était mon job de me rapprocher de l'organisateur du NAC. Donc, voilà, j'ai pas eu le temps de le faire. Mais on aimerait bien, si tu veux, que le NAC soit une des entrées, en fait, des phases sélectives, ce qui permettrait, en fait, d'enchaîner NAC, championnat de France, puisqu'en général, Ouais. le NAC a lieu une semaine avant, à part Oui, cette oui. année où, C'est pour ça, exceptionnellement, c'était trop bien. ça a été un On peu. faisait Voilà. le week-end du NAC, ensuite on faisait le week-end du France. Et puis, il y avait la semaine d'entraînement entre les deux, si tu Mm. veux. Ça pouvait, Ah ce qui ouais. permettait aux athlètes d'arriver une semaine avant le NAC, de s'entraîner On sur faisait 2 semaines en place. général, on fait 2 semaines. Voilà, voilà. Faire des épreuves du NAC, rester encore une semaine, partir au championnat de France, et après, dans la foulée, partir en Corse pour faire la compète De Abdel, en ouais. Corse chez Abdel. Mm. Donc là, si on arrive à valider ça, on aurait 3 échéances qui permettraient à tout le monde d'avoir 3 chances de valider des minima. Donc ça serait Et déjà pourquoi beaucoup mieux. la FFESSM ne devient pas un acteur et organise plus de compétitions? Ah, parce que j'ai l'impression que la FFESSM, elle fait que le championnat de France. C'est le Bah, rendez-vous, mais il n'y a que ça pour le DIP. Pourquoi est-ce en qu'il n'y a fait, pas d'autres compétitions dans l'été, par exemple? bah, après, dans l'été, c'est compliqué parce qu'il faut trouver des gens qui veuillent bien organiser les compétitions, c'est toujours pareil. Et les spots, aujourd'hui, en France, ils sont très réduits, hein. À part la baie de Villefranche, la rade de Villefranche et Ajaccio, t'as pas trop de sites pour organiser des compétitions. Il faut une structure, ça coûte très cher. Pour te donner un ordre d'idée, je crois que les championnats de France aujourd'hui, cette année là, ça nous a coûté très très cher. C'est de l'ordre de Euh, combien? 50 000? 80 000 euros? non, t'es loin, tu peux multiplier par deux. Là, sur 160 000 quoi, à peu près, Voilà, 150. ouais, voilà. Donc c'est vraiment, tu peux pas bouffer 300 000 balles ou 400 000 balles de budget pour organiser Hmm. des compétitions. Et qu'est-ce C'est qui coûte cher pour le championnat de France? C'est la location du bateau? C'est le dive eyes? Alors, la location du bateau, les apnéistes de sécu, l'hébergement, enfin voilà, faut loger tout le monde, faut Hmm. faire venir tout le monde, faut défrayer tout le monde. Si tu veux, la force d'AIDA, c'est que c'est beaucoup de bénévolat. AIDA Hmm. arrive à fonctionner avec du bénévolat, les gens ils se débrouillent, c'est le système D. Euh, la Fédé, ils ont de l'argent, mais du fait qu'ils aient de l'argent, du coup, il faut défrayer les gens, il faut les payer, voilà, donc ça a un coût. Hmm. Ça a un coût et c'est différent. C'est bien aussi parce que du coup, tu fais venir sur un championnat de France profondeur des gens qui viennent d'autres régions de France et qui n'ont pas forcément l'habitude, tu vois, de faire des compétitions en mer. Donc ça, je trouve ça génial. L'année dernière, on avait des gens qui venaient de Metz, de Strasbourg, d'un peu partout en France. Donc ça, c'est super. Mais voilà, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. Et pourquoi vous prenez pas des safety? Parce que des très bons safety, il y en a partout à côté de Nice. Pourquoi est-ce qu'on a dû te faire venir des gars Non, de, mais de Metz? alors, parce que déjà, tu peux avoir aussi des bons safety qui viennent partout, mais tu peux pas non plus t'appuyer tout le temps sur les mêmes personnes. Et puis déjà, la disponibilité des gens, c'est pas moi qui le gère ça, hein, mais en tout Hmm. cas, je pense que il faut un certain nombre de personnes. Il faut que ce soit aussi représentatif de d'autres régions, que ce soit pas toujours la même région qui soit représentative au niveau fédéral, des gens qui travaillent sur les championnats de France. Voilà. Donc, si des gens ont des très bons apnéistes, mais qui sont pas sur la même région, c'est bien qu'ils puissent aussi intervenir. Je trouve que c'est intéressant. Après, bien évidemment que la qualité des safety qui est présente sur Nice ou sur le Var ou sur les Bouches-du-Rhône, Hmm. elle est très très bonne aussi, évidemment, évidemment. Mais bon, voilà, c'est pas un sujet que je maîtrise, hein, parce que ça, je te dis voilà, ce que j'entends, c'est pas moi qui suis au fait de l'organisation et des championnats de France. Moi, on me donne une mission, c'est de sélectionner la meilleure équipe possible pour les mondiaux.
Et je dois faire effectivement avec ce qui avait été mis en place jusqu'à présent. Aujourd'hui, on est bien conscient qu'il n'y a pas assez de dates, tu vois, pour sélectionner une équipe de France piscine. C'est assez facile parce que bah, chaque région organise son championnat régional. Tu Hmm. dois avoir 6, 7 ou 8 échéances qui te permettent de sélectionner des athlètes. En mer, c'est beaucoup plus compliqué parce que bah, tu as une infrastructure à mettre en place. T'as 4 épreuves, ça dure, il faut faire plonger 50 ou 60 personnes en sécurité. Il faut un médecin, il faut un caisson, voilà, Hmm. il faut beaucoup de choses pour que tout se passe dans les règles de l'art et en pleine sécurité pour tout le monde. Donc c'est vrai que ça limite les possibilités et tout ça dans un temps réduit, on va dire sur une période de 2 mois, on va dire de juin jusqu'à juillet. D'ailleurs, en parlant de caissons, ça me fait rebondir sur une de mes questions. Mm. À Mythicas, on a vu qu'il y a eu des gros accidents de décompression avec André Matvenko. Il y a Ouais, aussi Roberto Butera, qu'on a fait un ouais. petit, qui s'est recomprimé derrière. Enfin, Voilà. Roberto, c'était plus un Taravana parce que lié au Ouais, scooter, il fait des allers-retours, donc ouais, c'était moins grave quand même que qu'André. ouais. Bah, un Taravana reste Ouais. un Oui, oui, AVT. oui, 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 mais D'ailleurs, on rappelle c'était Taravana, c'est différent. du Taravana est un mot polynésien qui veut dire Oui, devenir oui, fou. tout à fait, ouais. Et du coup, je voulais savoir si la FFE-SSM mettait un peu la pression à la CIMAS pour améliorer l'accès des freedivers aux caissons. Évidemment. Ben, évidemment, évidemment. D'ailleurs, si tu veux, la présence de Romain, je sais pas, tu as vu que Romain Romain, notre Guénéguès, médecin, donc le médecin hyperbare et urgentiste qui était aussi au championnat du monde Guénéguès, AIDA. exactement. Ouais. C'est la première fois que Romain était présent sur un championnat du monde. La raison de la présence de Romain sur ces championnats du monde était petit 1. La première raison, c'est que suite à l'accident d'Abdel l'année dernière à Kalamata, on a, malgré l'expérience de l'hôpital de Kalamata, puisqu'en fait, tu as 2 gros clubs d'apnée. Kalamata, ça fait des années. Moi, j'ai fait mes premiers championnats du monde à Kalamata avec Aïda en 2011. Ils ont vu passer beaucoup d'apnéistes, ils ont vu passer beaucoup de pathologies liées à l'apnée, d'accidents, d'œdème pulmonaire, de choses comme ça. Malgré tout, il n'y a pas de caisson à l'hôpital de Kalamata. On le sait très bien, le caisson est à Athènes. Et si tu veux, malgré tout, quand Abdel a eu son souci l'année dernière, on a dû batailler pour avoir Romain au téléphone, qui était en lien avec les gens à l'hôpital de Kalamata, pour essayer d'avoir un protocole de soins efficace pour Abdel. Donc ça a été très compliqué. Suite à cet incident, on a dit que c'était quand même plus sûr globalement d'avoir un médecin avec nous euh, dans l'équipe. Dans l'équipe de Voilà, France, donc. dans l'étape. Hmm. D'autant plus que cette année, quand on a vu que les championnats du monde avaient lieu à Mythicas, donc la première chose qu'on a fait, ben, on s'est dit Mythicas, on ne connaît pas, personne ne connaissait. Donc on a regardé, on s'est renseigné sur les infrastructures hospitalières qui étaient aux alentours de Mythicas. On s'est aperçu que le premier hôpital à l'FK, il était à 1 heure de route et qu'ensuite, ben, c'était comme Kalamata, le caisson à Athènes à 4 heures de route. Hmm. L'avantage par rapport à Kalamata, c'est Kalamata, pour aller au caisson en voiture, tu peux pas parce qu'il y a un col à 1000 mètres d'altitude. Ouais. Donc Et ça on veut dire rappelle, forcément faut pas monter en altitude quand on a des bulles. exactement. Et ça veut dire qu'en hélicoptère, c'est aussi compliqué parce qu'il faut qu'il fasse du vol zéro et il n'y a pas toujours la possibilité avec le relief de le faire. Hmm. Donc c'est pas si évident que ça. Quand on est arrivé, donc on a vu Mythicas et qu'on a vu la situation qui était très compliquée, on a décidé avec l'aval de Romain évidemment, de lui demander de venir avec nous pour avoir justement un médecin hyperbare et un médecin urgentiste, puisqu'il faut savoir que Romain, il est quand même aussi Ouais, ouais. urgentiste. Mais il est calé, Il Romain. est, ouais, il est très Il a calé. été très utile en Corse. Il était très utile encore, non, mais il était très utile aussi Hmm. à Mythicas, hein, je te rassure. Ouais. Je pense que euh, Ah, mais est-ce que du coup, était dans la safety? non, non, Romain, il était avec nous dans l'équipe. Ouais, voilà, il était dans l'équipe, mais il n'était pas non Romain plus. est avec nous dans Ouais. l'équipe et on a eu, si tu veux, l'autorisation par l'organisation, si tu veux, de la compétition et du médecin qui était sur place, qui était le responsable de la compétition. Hmm. Euh, on a eu l'autorisation que pour les athlètes français et seulement les athlètes français, puisqu'en fait l'assurance de Romain, lui, il a une assurance aussi, il peut pas intervenir sur les athlètes étrangers. S'il sentait
que les soins apportés n'étaient pas au niveau, il pouvait prendre la main à n'importe quel moment. Ok, excellent. Donc il a fallu faire venir Romain, mais Romain seul, ça veut dire Romain avec des outils, c'est-à-dire avec un défibrillateur, avec Hmm. des outils médicaux qui permettent d'a- d'apporter les premiers soins élémentaires aux apnéistes. Et ça, franchement, c'est la meilleure chose qu'on ait fait cette année, parce que s'il n'avait pas été là, et je le dis en connaissance de cause, je pense que l'accident de Mathieu aurait pu très mal tourner. Hmm. Voilà. Donc on le rappelle, Mathieu Maréo, membre de l'équipe de France FFE-SSM et aussi Oui. nombreuses fois AIDA, qui plonge à plus de 100 mètres, a fait un blackout à 45 mètres de profondeur et je crois que c'est Ouais. d'ailleurs le blackout le plus profond de l'histoire des compétitions. Bah, moi, j'étais resté sur Agdexey, oui, à Kalamata, À 40 mètres. qui avait 40 mètres, ouais, c'est ça, Ouais. ouais, c'est Donc ça, je crois que exact. Mathieu, il a le record à 45, ouais. Mhm. Alors ça, et puis en plus, bon, il a fait vraiment un très très gros œdème pulmonaire. Donc voilà, heureusement que Romain a pris la main parce que je pense qu'ils étaient un petit peu perdus sur place. Et du coup, ça veut dire que Romain, il était avec tout son matériel sur le bateau de safety, only for the French. Exact, Waouh, ça c'est la classe. exact, exact, exact. Et sincèrement, je te dis, c'était une très très bonne initiative. Hmm. Et je persiste et signe que pour les prochains déplacements sur les championnats du monde, à moins que vraiment toutes les conditions de sécurité soient remplies, je ne partirai plus sans Romain à mes côtés. Ok, ça a le mérite d'être clair. Voilà. Bah, merci d'avoir répondu aux questions sur l'importance du rôle de Romain Guénéguez dans l'équipe de France. Et heureusement, il a bien aidé Mathieu Maréo sur ce Tout triste à fait. blackout à 45 mètres. J'avais une autre question pour toi, Cyril. Vous vous occupez de la sélection élite et espoir, mais ce qui est master, il n'y a pas de sélection. Au final, si on est dans la catégorie d'âge, on peut s'inscrire et venir, c'est bien ça? Tout à fait. Tout à fait. Donc par exemple, j'ai une élève qui a 76 ans, je peux très bien l'inscrire pour aller au championnat du monde et essayer de battre un record du monde à la brasse, quoi. Bah, bien sûr. Eh bah, C'est une très bonne idée. j'ai le projet Régine, ça fait Tu 4 ans sais, qu'on travaille dessus. ouais. Tu sais moi, c'est toujours, alors, j'ai découvert les masters depuis que je suis à la Fédé, hein, parce qu'avant, AIDA, Ouais. c'était pas le cas. Et ça n'existe toujours Et, pas chez AIDA. C'est que et ça chez que à n'existe la toujours pas. Xima, c'est. Et c'est franchement, c'est des rencontres exceptionnelles. C'est-à-dire que, tu sais quoi, il y a les relèves et il y a les masters. Et en fait, les relèves et les masters, tu as l'impression que c'est pareil. Ouais. C'est-à-dire que tu vois la même lueur de bonheur, d'excitation, c'est des magasins, tu sais, c'est des magasins. Les C'est des, enfants d'un magasin de jouets. ouais, c'est des enfants devant un magasin de jouets. C'est-à-dire que quand les masters, ils arrivent sur un championnat du monde et qu'il y a le bonheur ils ont le bonheur de faire un podium ou d'avoir une médaille, tu vois, comme c'était cette année ou même l'année dernière avec Jean-Michel Leblond, c'est incroyable parce que ça amène une fraîcheur. C'est des super moments. Et j'ai toujours passé des très très bons moments Hmm. avec les masters. Franchement, Est-ce que ça, et ça fait partie du calcul un peu de Richard Thomas, le DTN, où il regarde que les médailles espoir, enfin espoir et élite? non, on n'a pas de, non, non, les masters, c'est bien, c'est super, ils font des médailles, tant mieux, c'est génial pour la France, c'est génial pour eux. J'espère que ça va permettre de démocratiser encore plus l'apnée et notamment l'âge de la pratique. Mais par contre, c'est très compliqué aujourd'hui de les intégrer par rapport au contrôle médical et au suivi médical. C'est-à-dire? Bah, en fait, si tu veux, tu as du mal. S'il y a, il y a, il y a, tu peux pas avoir un suivi médical avec les masters. Il y a beaucoup plus de risques, de problèmes, de responsabilité médicale qu'avec Ah, les athlètes c'est les d'accord, c'est seniors. lié à une Voilà. peur d'accident. Ouais, bah, tu me diras, moi, avec Et, Régine, et, je lui ai et, demandé d'aller refaire des tests pour me protéger aussi. tu vois, il y a eu Ouais. un gros accident avec un master l'année dernière à Kalamata. Xavier Daru, je crois, c'est ça? Ouais, et voilà, et du coup, on se rend compte que c'est très compliqué de les intégrer. Mais par contre, effectivement, tu vois, cette année à Mythicas, ils étaient avec nous,
Ça, c'est super de les avoir dans l'équipe et c'est très, très enrichissant. Parce qu'en fait, les masters qui souvent, du coup, ont découvert l'apnée, globalement, c'est souvent des gens qui ont découvert l'apnée très tard. Bah, comme Euh, Sauveur le Coco, au ouais, final. mais et dont l'apnée a souvent été salvateur d'un traumatisme ou d'un problème ou de voilà, c'est arrivé. Et ils ont, je te dis, ils ont vraiment cette fraîcheur. Et en fait, ils découvrent ça avec leurs yeux. Et franchement, c'est super rafraîchissant d'avoir des masters. Mais d'un autre côté, ce sont des gens qui ont toute une vie derrière eux et qui apportent aussi leur expérience de vie, leur expérience personnelle de vie, parce ils ont été mariés, ils ont eu des enfants, ils ont des petits-enfants, d'expérience professionnelle. Et en fait, je trouve qu'ils ont un côté à la fois, ils amènent une fraîcheur et à la fois un côté très rassurant. Parce que ils ont les mots, ils ont l'expérience pour parler, et franchement, c'est très bien d'avoir le contact avec les masters sur les championnats du monde. Tu dirais que ça apaise les jeunes et les moins jeunes de l'équipe de France. Ouais, ça apaise et ça amène plein de bonnes ondes, franchement. Bon, bah, j'espère un jour te présenter Régine alors. Ouais, ouais, bah écoute, y a pas de souci, je prends note. Régine, master, élève de Julien Moreau, pas de problème. C'est le projet là. Ouais, mais Euh, c'est des projets qui sont très sympas, hein. ah Très bah très bien. oui, mais là, elle a 60... Enfin, j'ai pas le droit de dire son âge. On va Non, dire dis pas l'âge, 70 dis pas l'âge. D'accord. plus. Bon, génial. Mais bon, elle plonge sur Bah, 25 écoute, mètres. On avait François Lusignan cette année qui est reparti avec 2 médailles, voilà, et c'était incroyable pour Ouais, lui. François Lusignan, Sauveur le Coco qui a eu un record du monde, qui a eu plusieurs Ouais. médailles d'or. Sauveur qui nous Euh, a fait mourir de rire, hein, qui est arrivé. Sauveur, c'est un phénomène, hein. ah oui, Et comme il ne regarde jamais les communications, les WhatsApp, tu sais, il a parce des qu'il sait pas annuaires de faire, tout ça. il comprend pas. J'ai passé Ouais, 2 jours avec lui pour qu'il il installe a raté Zoom. le podium. Il a raté le podium. C'est-à-dire que le podium où il était médaille d'or, il doit récupérer sa médaille. Il a fallu qu'on envoie, qu'on l'appelle, on le cherchait de partout. Il répondait pas au téléphone. Il n'avait pas compris que la cérémonie de remise des médailles des masters, elle était maintenant la veille de la cérémonie générale. Et du coup, il était sur la plage en train de se faire bronzer. Et il arrivait à fond. Et il arrivait. Heureusement, ça avait traîné. Ça a pris un petit peu de retard. On a fait patienter. Mais c'était à mourir de rire. Voilà. Cyril, euh, je crois que tu as commencé à t'entraîner ou tu avais pour compagnon, camarade, Stéphane Mifsud. Est-ce Ouais, que exact. c'était L'histoire, le elle est dingue cas? avec Steph. L'histoire, elle est dingue avec Steph. Ouais, ouais, c'est une histoire qui est rigolote, hein. Donc, je te dis, j'étais parisien. Et ma dernière année, mes parents, bah, ils ont décidé ils ont pris leur retraite, hein, parce ils ont bien travaillé. Ils m'ont eu très tard. Donc, moi, voilà, quand ils ont pris leur retraite, j'avais que 18 ans. Et du coup, ils m'ont dit, bah voilà, on part habiter sur la Côte d'Azur. Et ça a été pas sympa pour moi parce que du coup, quand tu as 18 ans, tu as T'as tous tous tes tes potes, copains, tu ouais. as, ta chérie, tu as tout le monde qui est là-haut. Donc tu descends tant bien que mal dans le sud. Et c'était un peu à reculons, tu vois, que je descendais. Et je me rappelle que j'avais dit à mes potes de Paris, les gars, dans 3 mois, je remonte, ne vous inquiétez pas, je fais la malle, je me casse, je vais remonter et tout, j'arrive, je reviens. Et au bout de 3 mois, je les ai appelés, j'aurais dit, vous me reverrez plus jamais. Vous me reverrez plus jamais, c'est trop bien et la vie ici, elle est juste fantastique. Et du coup, j'avais du coup brillamment repiqué ma terminale parce qu'évidemment ma dernière année de bac, j'avais rien branlé à l'école. Et donc j'ai repiqué ma terminale sur Toulon. Et à côté de moi, je me rappellerai, j'avais un copain de classe, comme quoi le hasard, tu vois. Et je discute avec ce pote et je lui dis, putain, toi qui es de la région, je cherche un partenaire de chasse sous-marine. Est-ce que tu connais quelqu'un? Et il me dit, ouais, j'ai un mec, il habite dans mon quartier, il fait pas mal de planches à voile, mais il fait un peu de chasse sous-marine, je te le présente. Et c'était Steph. Stéphane Mifsud. Donc on le Stéphane rappelle, Michu. tout de même, Ouais, Stéphane Mifsud, c'est 11 minutes 35 d'apnée statique, c'est le record du monde. Ça fait tout à fait. plus de... Depuis 2009. Depuis Depuis 2009 2009. que le Ouais, record ouais, absolu n'est pas tout à fait. battu. Exactement. Exactement. Et donc, il me présente Steph, qui à l'époque, Steph, il faisait beaucoup de planches à voile. Il faut savoir que Steph, avant de faire de l'apnée, il était parmi les meilleurs planchistes, véliplanchistes de France. Il était dans le top 10, je crois.
Et du coup, il faisait un petit peu de chasse sous-marine comme ça. Et donc, on s'est rencontrés, le courant est vite passé. On a commencé en fait à faire des sessions de chasse avec MIF. Et en fait, on rigolait parce que souvent, on prenait pas trop de poissons. Et le seul truc qui nous intéressait, c'est de comparer nos profondimètres pour savoir à combien était descendu l'autre, tu vois. Et en fait, on comparait pas nos poissons, nos prises, on comparait nos chiffres sur le profondimètre, qui à l'époque était, comme on est un peu vieux, des profondimètres à aiguille. Donc, c'était très facile de tricher en plus, tu vois. Parce que c'était des profondimètres à aiguille avec un petit témoin, tu sais, que tu pouvais bouger à la main. Ah Donc, ouais. bah ouais, ouais, on était des grugeurs. Et donc, du coup, bah, on était obligé de progresser très vite parce que je pense qu'on trichait pas mal. Mais non, non, Mais vous aviez quel âge? Vous aviez 18-19 ans alors? ouais, c'est ça, c'est ça. Quand on s'est rencontrés, on avait cet âge-là avec Steph. Et Ah, vous on a étiez des fait, pour gamins. que ben, on te disait un ordre d'idée, moi, je m'étais acheté un petit Zodiac, un petit Marshall de 4,30 m avec un 30 chevaux Yamaha. Et on partait tous les week-ends, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, l'été, l'hiver. Tous les week-ends, on partait chasser avec Steph. Et c'était des aventures incroyables. Il nous arrivait des choses de dingue. T'as Donc, des anecdotes avec Steph là? ouais, bah, plein, j'en ai plein. J'en ai plein qui nous arrivaient. Mais bon, une des principales qu'on raconte souvent, c'est quand il a essayé de faire un poisson dans un trou. Il y a une espèce de faille qui existe toujours, qui est vers l'île Longue, à la pointe de Gien. Et en fait, il voit un gros poisson rentrer à trou. On ne sait pas si c'est un gros labre ou. Ouais, mais on ne sait pas, tu vois, on était jeunes, on maîtrise pas trop, donc il rentre dans le trou. C'était un espèce de faille qui était assez grosse au départ, enfin moyenne au départ, qui grandissait, qui après devenait, mais qui était assez profonde et qui était très profonde. Moi, je ne pouvais pas rentrer, pour te dire, moi, avec le gabarit que j'avais, j'arrivais Ouais. pas à me lancer. Donc Steph me dit, c'était pas très profond, hein, il y avait 10-12 mètres de profondeur. Et Steph me dit, écoute, j'ai une idée, je vais rentrer. Je vais jusqu'à la taille et après tu me tiens par les genoux et tu me tires. Dès que tu entends le coup de fusil, le tir, tu me tires, tu me sors du trou. Et moi, je lui dis, ok, ça va, pas de souci, Steph, on fait ça. Donc il descend, la première fois, il descend et il rentre jusqu'au niveau de la taille. Il me fait un signe, j'entends pas le tir décoché, mais il me fait un signe avec les palmes. En fait, il me faisait un code avec les palmes. Je me rappelle, on avait des palmes en plastique hyper dures à l'époque, des homères et super dures, elles étaient des bouts de bois. Il les croise comme ça, donc ça fait signe que je le tire, donc je le sors du trou. Et il me dit non, il est vraiment profond, il faut que je rentre un peu plus. Il me dit je vais rentrer jusqu'au genou. Je dis ok, ça va, Stéphane, on fait ça. Donc on remonte, on redescend, ils ont-ils, on redescend, il rentre jusqu'au genou. Et il me dit, il ressort, il me dit non, il faut que je rentre encore plus, ça passe toujours pas, j'arrive pas. Il est rentré dans une faille à droite, je le vois, mais je peux pas tirer. Il avait un vieux Viper qui était hyper long, un 90 ou un 115, je sais plus, les Viper gris là, et il n'arrivait pas à le tourner en fait avec la poignée qui gênait. Donc il me dit, écoute, on l'a refait. On l'a refait, et là en fait, il me dit, je rentre jusqu'aux chevilles, et quand tu entends le tir, tu me ressors. Ok, ça va, Steph. Donc il arrive, je le rentre jusqu'aux chevilles, donc tu vois, il est vraiment complètement dans la faille en fait. Ouais. J'entends le tir, j'entends que ça bouge, et là je le ressors. Et en fait, il me dit non, il n'y a rien au bout de la flèche. Il me dit putain, il a bougé, je l'ai raté, on y retourne. Il réarme le fusil, il repart, et là ce coup-ci, il rentre, je te mens pas, il restait 20 centimètres des palmes. Mais Il c'était dépasse. impossible pour lui de faire demi-tour, quoi. Ah non, impossible. Il était en fait, si tu veux, le trou faisait une espèce de dôme comme ça, donc il rentrait. Ouais. Et après, il était vraiment, il pouvait plus bouger. C'est-à-dire qu'en fait, sa seule secours, c'était que moi je le sorte. Donc il rentre, j'entends le tir. Il y avait 20 centimètres de palme qui dépassaient. Et là, en fait, je commence à le tirer et je sais pas ce qu'il fait. Il veut se tordre, il veut bouger en fait. Il se coince la palme dans une petite faille rocheuse, tu sais. Ouais. Tu sais, la palme, dans les palmes sur les côtés, tu as des guides qui sont très durs en plastique. Ouais. Et en fait, le guide se coince dans le rocher et je tire comme un mulet et je n'arrive pas à le sortir du trou. Je n'arrive pas Putain. à le sortir du trou. Et là, en fait, j'ai un moment de panique où je me dis, j'ai deux solutions parce que j'étais à bout de Ouais, souffle. ouais. Je me dis, j'ai deux solutions. Soit je continue à tirer, mais je vais partir, je vais faire une syncope.
Soit je remonte et tant pis, je remonte. Steph, il a la caisse, il va comprendre et je redescends. Et en fait, je remonte, donc je le laisse au fond. Je Oh le la laisse au vache. fond. Et lui, il était coincé dans son trou, quoi. Et lui, il était coincé dans son fou. Et là, il sent que je suis plus derrière, que je tiens plus les palmes. Oh la Et lui, il se dit, vache. bon, c'est bon, là, je suis. Voilà, il m'a abandonné, il m'a lâché, je suis mort. Et moi, en fait, dans la remontée, je pense à sa mère. Steph, il a une mère qui est pied noir. C'est c'est le mec de la famille, tu vois. Sa mère, j'ai dit, elle va me tuer. Si je laisse Steph au fond, en fait, l'idée que j'ai eue, c'est que je voyais sa mère et je disais, sa mère, elle va me défoncer. Je ne peux pas laisser Steph au fond de l'eau. J'ai eu peur de sa mère. Un truc de fou, tu sais. C'est l'image qui m'est venue comme ça. Ouais. Et donc, je suis remonté, j'ai pris mon souffle, je suis redescendu et je me suis mis les palmes appuyées, tu sais, sur la paroi, Ouais. comme ça. Je les ai pris à la main et j'ai tiré comme un Là. mulet, j'ai tout arraché. Il est à le masque, la combi, tout est venu, je l'ai remonté et on est remonté comme ça. Donc, ça s'est bien passé, tu vois. Je l'ai sorti du trou et Et il a sans même pas poisson. fait de. Comment? Et sans poisson. Alors, sans poisson, sans poisson. Sans poisson, mais ça reste une de nos anecdotes où franchement, on s'en est bien sorti, mais on a eu beaucoup de chance, quoi. On a eu Ouais. vraiment beaucoup de chance. Après, je te passe les sambas où on allait tirer des gros congres sur 20 mètres dans des épaves qui avait aucun intérêt, hein, parce qu'en plus, je pense qu'on les mangeait pas, on les donnait, les congres. Hmm. Et en fait, tellement on tirait sur des congres de 10-15 kilos, sur des épaves, on tirait comme des mulets au fond pour les sortir. Et la plupart du temps, une fois sur deux, quand on sortait, on était en Samba. samba. Ouais. Et sauf qu'on savait pas ce que c'était à l'époque des sambas. Des sambas, si tu veux, c'était pas. On sentait qu'on vibrait et on se regardait, on se voyait et on essayait de parler. On se rendait compte que l'autre essayait de nous dire un truc et qu'il n'y arrivait pas. Et ça nous faisait marrer en fait, mais on se rendait pas compte de la dangerosité du truc en fait à l'époque. Ouais. Donc voilà, et on a eu plein de chances comme ça. Il y a eu une fois aussi où sous une dalle de pierre, on voit des sars enragués. Steph, il me dit, vas-y, passe d'un côté, je les attends à la sortie, tu les fais sortir. Et je mets la tête sous la dalle et j'entends gling. Et je regarde en fait, et lui, il était de l'autre côté, il avait décoché la flèche. Et la flèche, elle m'est passée à 15 centimètres de la tête. Ah putain, ouais. Mais que des trucs à la con, hein, en fait. Voilà, des trucs qui auraient pu, je te dis, ça aurait pu mal se tourner. On a eu beaucoup de chance. Ouais. Et du On a eu coup, beaucoup de chance. Stéphane, à par la suite, il a explosé. Est-ce que tu étais présent ce jour où il a fait les 11,35? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Ce jour-là, j'étais pas là. Avec Steph, on s'entraînait régulièrement tous les deux. Voilà, pendant un moment, le début du club, Steph c'était à René-Sabran dans un hôpital où en fait, Steph a réussi à avoir l'accès de la piscine qui servait à la rééducation. Donc les balbutiements du club ont commencé là, où on a commencé à faire venir 3, 4, 5 personnes, 10 personnes, et puis après on a eu les créneaux à la piscine de Dans la Hier. piscine de l'hôpital. Alors au début, oui, les premiers en fait sont à l'hôpital René-Sabran, qui est un hôpital de rééducation. Steph avait eu, je sais plus par quelle connaissance, il avait réussi à Ouais. avoir un créneau. On avait eu ces créneaux à la piscine, et on faisait des cours d'apnée là-bas. Et en fait, il y a une anecdote aussi qui est sympa là-bas, que si un jour tu fais le podcast avec Steph, il te racontera. Je sais pas si tu l'as peut-être fait déjà, j'en sais Non, rien. mais vas-y, mais nous raconte-nous, là, on est là. Non, c'est sympa. Il y avait un gars de chez Var Matin qui venait faire un article sur le club d'apnée en fait. Et en fait, on fait, tu sais, c'était un hôpital où il y a de la rééducation. Donc, en fait, il y a des espèces de barres en inox pour que les gens puissent se tenir. Et on faisait des allers-retours en apnée, on slalomait entre les barres sous l'eau. Mais c'était une petite piscine, hein. C'est un bassin qui faisait 15 mètres de long, hein, tout petit. Et du coup, on faisait des allers-retours. Bon, voilà, on fait l'entraînement. Et bien évidemment, on ferme la session. Et le mec de 20 matin, sans nous le dire, en fait, il fait une apnée sans rien dire à personne. Putain, une Et blackout. nous, on est en train de discuter sur le bord du bassin avec Steph, et d'un seul coup, on se retourne et on voit le mec, il est posé au fond de l'eau. Oh putain. Et Steph, je crois qu'il était déjà rhabillé d'ailleurs, il était en short, en t-shirt et tout. Et en fait, il saute dans l'eau, il sort le mec de l'eau. Bon, ça va vite, hein, on l'insuffle et tout. Il venait juste de partir, tu vois. Et en fait, on le remonte. Et le mec, du coup, il nous fait, ouais, tu m'as sauvé la vie. Et bah oui, je t'ai sauvé la vie, ouais, évidemment. En gros con, tu pars tout seul, tu fais de l'apnée sans nous le dire et tout. Nous, on n'a pas fait gaffe. Et du coup, le mec, il nous avait fait un super article dans le matin. Mais Genre, j'y vais pour faire un reportage et en fait, c'est ils m'ont sauvé la vie. ah ouais, il nous avait fait un super truc. Mais voilà, donc ça fait partie des choses, des petites anecdotes Ouais. comme ça. Voilà. Tu penses que ce fameux record de 11,35 il va tomber dans les années à venir ou... Je pense que oui.
tous les records sont faits pour être battus de toute façon, dans tous les cas. Donc évidemment qu'il va être battu. Après, sincèrement, moi je tire mon chapeau à Steph parce que il y a beaucoup de détracteurs sur ce record. Moi j'en Ouais, il y en entends a qui beaucoup. disent ouais, il était sûrement dopé, des choses comme ça. Beaucoup. J'ai toujours entendu ça. Je n'étais pas sur le record. Par contre, il y a une chose que je sais. Je connais Steph depuis très longtemps. Je connais personne, je dis bien personne, qui se fait aussi mal que lui à l'entraînement. Je connais personne qui accumule autant de charges d'entraînement que Steph, que ce soit en vélo, à course à pied, en natation. Franchement, c'est une bête de travail. Et ça peut ne pas tout expliquer, mais en tout cas, ça, je le sais, je l'ai vu faire, je l'ai vu se préparer. Il s'est préparé pendant 1 an pour ce record. Donc après, les gens pensent ce qu'ils veulent, hein. Mais Hmm. voilà, en tout cas, moi, j'ai été témoin de l'énergie qu'il a mis pour se préparer. Et voilà. Et malheureusement, ouais, ce jour-là, j'étais pas là. Mais écoute, c'est super et c'est bien qu'il y ait un record qui tienne aussi longtemps, en tout cas. Bah ouais, ça fait extrêmement longtemps. Là, j'ai interviewé Ben Piguet. Je vais aussi, j'aimerais recevoir Florian Dagoury et je pense que dans les Ouais, Frenchies, ce sont les mecs qui peuvent aller chercher Stéphane Mifsud dans son record. ouais, bien sûr, bien sûr. Bien Ouais. sûr. Alors, il y avait eu un gars, là, Tom Sietas, là, qui avait fait des records, qui avait fait des grosses performances, je crois, mais voilà, qui n'avait pas été homologué. Et là, pour le coup, il y avait eu des grosses suspicions de dopage sur ces records. Voilà. Alors, je sais pas, hein, Hmm. j'aime pas dire du mal des gens, surtout quand je les connais pas, mais en tout cas, ça avait jamais été homologué, en tout Ouais. cas. Voilà. Cyril, si tu nous devais nous raconter ton meilleur souvenir d'apnée et ton pire souvenir d'apnée, ça serait lequel? Euh, Écoute, il y en a un qui combine peut-être les deux. Ah, Il y en a un qui combine peut-être les deux. Le meilleur souvenir d'apnée pour moi, dans tous les cas, c'est notre titre de champion du monde en 2008. Parce que donc c'est en équipe alors. en équipe. Voilà. À l'époque, il faut savoir pour ceux qui sont jeunes dans l'apnée, à l'époque, les championnats du monde AIDA se faisaient une année individuelle, une année par équipe. Les championnats du monde par équipe consistaient à former une équipe de 3 athlètes qui devaient faire les 3 disciplines, le statique en piscine, le dynamique en piscine et la profondeur. Les points étaient les mêmes, c'est-à-dire en profondeur, c'était 1 point par mètre. En dynamique, c'était 1 point pour 2 mètres. Et en statique, c'était 1 point toutes les 6 secondes. Donc ça faisait 1 minute, 1 point. 1 minute, 10 points. Et celui qui avait l'équipe qui ramenait le plus de points gagnait les championnats du monde. Donc tu devais avoir des athlètes qui étaient le plus complet possible, qui étaient à la fois performants en piscine, en statique, en profondeur, mais surtout qui étaient sûrs, qui ne devaient pas se louper en fait. Qui fait du carton blanc, quoi. Exactement, qui fait du carton blanc. Et c'est vrai que moi, ma première sélection en équipe de France, Aïda, c'était en 2006 avec donc Morgane Bourkis, Christian Maldamé et Guillaume Néry. Et Ah, mais c'est c'était toi le troisième luron. D'accord. le Parce que quatrième. le quatrième. Ah, Et oui, parce qu'en fait, c'est des équipes de 4 et tu avais un remplaçant. ok. Et moi, en fait, du coup, on avait cette équipe en 2006. Le capitaine de l'équipe, c'était Grégory Piazzolla. Et Ah, et je crois. Grégory était là déjà là aussi. Ok. Oui, Greg était déjà là, Grégory bien le sûr. chasseur. Je sais pas, il chasse? Non, il chasse pas Grégory. Ah Non, bah je non, non, non. confonds. Non, je confonds, je dis Non, non, n'importe quoi. non. Et donc, on était parti en 2006. Et en fait, sur place, en fait, moi je crois que Christian et Guillaume étaient devant et moi j'étais en concurrence avec Morgane pour être remplaçant. Et en fait, je décide volontairement, hein, parce que Morgan était meilleur que moi, je pense, en tout cas plus sûr sur la partie. Moi, j'étais peut-être un petit peu meilleur en statique et lui était meilleur en profondeur. Mais je décide en fait de lui laisser ma place. Et moi, j'avais commencé en fait, à coacher l'équipe, c'est-à-dire à être l'homme qui les aide à faire ça. Voilà, c'est un peu comme ça que c'est parti l'histoire. Et en 2007, on repart la même équipe, mais donc en 2006, c'était un championnat du monde par équipe. Donc on fait médaille de bronze sur ces premiers championnats par équipe. En 2007, c'est un championnat individuel, mais donc du coup, je repars là pour la première fois en tant que coach
pour les gérer, en fait, les accompagner. C'était où en 2007? En 2007, alors en 2006, on était à Hurghada et 2007-2008, c'est 2 années de suite à Sharm el-Sheikh. Ah oui, donc à la maison à côté de chez moi, quoi. C'est ça, à la maison à Ouais. côté de chez toi, chez Only One, je crois. Ok, Only One Center, qui a vu Ouais, ouais. d'ailleurs récemment le Ouais, record de ouais. France d'Alice Modolo se réaliser dans son centre. Exact. Record Aïda. Record Ida, oui. Oui, Et oui, parce que bah, record de France, c'est un petit peu. c'est toujours la C'est guerre. pas Mais bon, sympa. C'est pas sympa pour celle Alice, qui a le vrai record de France. ouais, mais Alice, c'est notre vraie championne. Non, mais voilà. Parce que celle qu'elle sur le papier, c'est Mariana. Bah, le record de France, ouais, il a 105. Bah, en Oui. fait, le record de France, il était à 103. Mariana l'a mis à 105. Mais là, elle est retournée avec Donc, les Russes, non? non, 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 Non? pas du tout. Non, non, pas du tout. Non, non, elle pouvait pas pour des raisons personnelles venir cette année en équipe de France, mais non, non, Ah non, elle est ouais? pas, non. Enfin, pas que je sache, mais en tout Ok. cas, le record de France aujourd'hui, alors c'est pas par rapport à Mariana, c'est que il est à 105 mètres. Après, qu'Alice, effectivement, elle a fait un record AIDA à 102 mètres et c'est génial pour elle parce que elle avait fait 100 mètres il y a un petit moment déjà. Et elle a galéré, je pense, à revenir à son meilleur niveau et c'est fait. Donc, écoute, tant mieux pour elle. Et, et du coup, oui, on parlait quand même des championnats du monde à Hurghada, Sharm el-Sheikh, et c'est là Donc, où Charme. tu as Donc, Charme commencé à coacher les autres, en fait. ouais, coach les autres. Donc, Charme, on est en 2007, donc c'est championnat du monde individuel. Et 2008, on repart en équipe. Et là, on repart en équipe. Donc, pareil. Et en 2007, en fait, non, c'est ça que je veux t'expliquer. C'est pour ça que je suis venu à 2007. 2007, on fait la connaissance de William Winram. William Winram, c'est un très bon apnéiste canadien qui a la particularité d'être marié avec une franco-suisse. Et du coup, il nous dit, ouais, je suis super mal dans l'équipe canadienne, parce qu'à l'époque, c'était l'équipe de Kurkrak. Mhm. Tu connais Kurkrak? Non, du tout. Gros apnéiste canadien, qui a une grosse école, qui fait, il a fait, ils l'ont embauché, c'est lui qui a fait une partie de Avatar. D'accord. Ouais, ouais, Ah ouais, ouais. ouais, ouais, un gros. Ça fait avec Eric Fata, si tu veux. C'est les deux mecs qui ont fait Hmm. vraiment, vraiment progresser l'apnée. Et Eric Fata, on le rappelle, c'est celui qui a créé le Frenzel Fata et donc qui est le Mousefeel. Exact, exact, exact. Donc le Donc Mousefeel est canadien. et canadien. Ouais. Et du coup, si tu veux, William nous dit, ouais, je me sens pas très bien, j'aimerais bien. Il voit la cohésion et en fait, on sympathise et il voit que nous, on a une super cohésion dans notre team et il nous demande s'il peut participer. Donc en fait, il fait les démarches nécessaires. Et du coup, le fait qu'il ait réussi à avoir la binationalité, l'année d'après, du coup, en 2018, on réussit à avoir William En avec nous 2008, dans ouais. l'équipe, Ouais. en 2008. Et donc, du Ouais. coup, on a William, Morgan, Christian et Guillaume. Et c'est très compliqué, en fait, parce qu'on s'aperçoit que voilà, c'est un personnage qu'on connaissait pas plus que ça, qui est très doué dans certaines disciplines, mais qui nous cache des choses sur son vrai niveau de performance, notamment à l'entraînement sur la profondeur. Il remonte, il tourne avant, il fait beaucoup de early turn. Euh, je- il crache un petit peu, mais on s'en rend compte, mais il nous cache, il nous ment un petit peu. Et du coup, je décide, avec Grégory, on décide de ne pas le prendre et de le mettre en tant que remplaçant. Et de valider donc l'équipe, si tu veux, avec les titulaires Guillaume, Morgan et Christian. Et en fait, il le prend hyper mal. Il le vit très très mal. Et vu qu'il était très copain, il parlait très bien l'anglais, voilà, il était sur le circuit international. Et en fait, il commence à aller manger le soir même où on lui annonce ça. Il va dîner avec l'équipe néo-zélandaise qui était nos principaux concurrents en fait. Donc oui, il va bouffer avec Trowbridge, à l'époque il y avait Dave Mullins qui est super fort, hein. Et le troisième néo-zélandais, je me rappelle plus le nom, mais bref. Donc du coup, en fait, je me dis ouais, franchement, c'est chelou quoi. Le mec, il est avec toi en équipe, il va manger avec les néo-Z le soir même. Sa femme revient le lendemain, nous fait un peu, voilà, nous
nous dit ses quatre vérités et on comprend qu'elle aussi, elle a un agro sur la patate. Donc voilà, donc ça se passe très mal en fait. Ça se passe super mal et ça met vraiment une mauvaise ambiance dans l'équipe, tu vois. Ça met un peu la pression et tout. Et du coup, nous, on se dit, merde, on a peut-être fait une connerie. Tu veux, on se met à douter en fait. Et en fait, au fil du temps, ça a quand même resserré les liens parce qu'on se dit non, on a fait les bons choix. Voilà, et donc on était les Néo-Zélandais, ils étaient vraiment très très forts. Derrière, il y avait les Grecs qui étaient la deuxième meilleure équipe, hein. Les Grecs ont toujours été très très forts en piscine et en profondeur. Et nous, on était troisième. Et à la fin de la première épreuve de Constant, je crois qu'on est troisième. À la fin de l'épreuve de statique, on est toujours troisième. Et en fait, ou deuxième. On est deuxième à la fin de l'épreuve de statique, pardon. Les Grecs sont devant. Nous, on est deuxième, je crois. Et derrière nous, les Néo-Zélandais se loupent en fait en statique. Ils font une syncope. Il fait une syncope. Il y a un des Néo-Zélandais. Donc du coup, ils sortent du jeu. Et derrière nous, il y a les Tchèques avec Martin Stepanek. Martin Stepanek, ouais. Donc très très forte équipe aussi, hein, des légendes de l'apnée, des gens qui ont vraiment marqué notre sport et qui sont des références. Et du coup, on est dans le bus, je me rappellerai toujours, on est dans le bus en fait pour partir à la piscine sur la dernière épreuve de dynamique. Et on sait que les Grecs sur le papier, ils sont imbattables. Voilà, ils sont devant, il n'y a pas de raison, ils sont champions du monde. Et moi, je dis, on va faire une intox parce que ça, j'ai le fait d'avoir fait pas mal de compétitions avec Pierre Frolat et avec Steph, avec Mif. Franchement, on a toujours on a toujours fait beaucoup de blagues et beaucoup d'intox à l'époque où les compétitions, on se prenait beaucoup moins au sérieux et c'était beaucoup plus rigolo. Euh, et je dis, les gars, je vais voir Guillaume, Morgane et Christian et je leur dis, dans le bus, vous allez voir les Grecs et vous leur serrez la main et vous leur dites félicitations les gars, vous êtes champions du monde. Nous, on se battra pas, on garde la deuxième place. Franchement, bravo les gars, félicitations. Et en fait, on se lève tous les uns après les autres. On va voir les Grecs et on leur dit bravo les gars, vous êtes champions du monde. Nous, on joue la deuxième place, on assure. Il y a les Tchèques derrière nous qui nous collent au cul. On prend pas de risques et tout, les gars, vous êtes bravo, vous êtes champions et tout. Et on fait ça. Et du coup, les mecs, ils se sentent hyper rassurés, hyper sereins, hyper à l'aise, tu vois. Et en fait, ils partent. Et bon, Guillaume, on sait qu'il était pas très bon en dynamique. Donc, Guillaume, il fait son dynamique. Il sort à 135 ou 140 mètres, je sais plus, je me rappelle plus. Et Christian fait une super perf. Et en fait, les Grecs, ils arrivent. Le mec, je crois qu'il arrive au mur des 200, mais il sort, ils ont gagné, quoi. Et je sais pas, excès de confiance, il tourne à 200, il sort 10 mètres après, il s'appuie sur la ligne pour faire son protocole. La ligne s'enfonce dans l'eau et la bouche part dans l'eau, en fait. Et le mec, il est disqualifié. Et en fait, donc du coup, on est champion du monde. C'est-à-dire que si nous, il reste il reste à passer Morgan et en face, il y a Stepanek qui est derrière lui, hein, ils partent en même temps. Et celui qui sort, la finale, elle est vraiment, c'est Serré, serré, celui, quoi. bah oui, celui qui sort le plus loin est champion du monde. Enfin, donne le Ouais. titre à son équipe. Et je Donc dis là, c'est Morgan, Stepanek contre Morgan Bourkis exactement, en Stepanek dynamique. en dynamique. Et je dis Morgan, écoute, vas-y, fais ce que tu sais faire, t'occupe pas, gère pas. Tu fais au mieux. Et si le mec il te bat, c'est qu'il est meilleur. Mais nous, on fait le maximum et on cherche pas à contrôler, on cherche rien, on y va. Tu fais le top. Et je vois que ça discute chez les Tchèques et en fait, je comprends. Stepanek sur le papier, il est meilleur que Morgan, bien meilleur que Morgan. Et je comprends qu'en fait, ils lui disent tu pars un peu derrière. Parce qu'en fait, quand il part, Morgan, si tu veux, il y a le top officiel. Morgan part. Et je vois que Stepanek, il attend 2 3 secondes. Il fait son canard. Il part derrière Morgan pour le contrôler, en fait. Et il reste 2 mètres dans sa palme. Si tu veux, il se dit j'attends qu'il sorte. Et dès qu'il Oui. sort, je fais 5 mètres de plus et je sors. Ce qui pouvait être en soi une très bonne stratégie. Sauf qu'en fait, Morgan, qui est hyper concentré, et du coup, qui est hyper fluide dans l'eau et qui est concentré sur ses trucs, en fait, à chaque bassin de 25, il lui met 5 mètres dans la vue. Et du coup, Stepané qui se retrouve à 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres, et il perd le contact avec Morgan, parce qu'en fait, il est tout le temps en train de relever la tête, et du coup, il Ah, ne se il est concentre check, il pas est sur sa check. technique. Ouais. Et du coup, en fait, on voit qu'il perd le fil, en fait. Et Morgan, il nous fait une super perf, et l'autre, il sort 15 mètres derrière, et en fait, on est champion du monde comme ça. Et franchement, c'est un truc qu'on a partagé avec tu vois, des mauvais coups, avec l'histoire de William. Franchement, c'est une super expérience. Et le fait qu'on ait partagé ça tous ensemble, je pense, c'est un des plus beaux, Hmm. ouais, des plus belles expériences. C'était vraiment génial.
ça nous a fait vraiment hyper plaisir de partager ça tous ensemble. Et là, c'était vraiment tes débuts de coach d'équipe de France. Ouais, c'était ma deuxième année. C'était ma deuxième année, ouais. C'était ma deuxième année. Extra. T'aurais des D'ailleurs, photos à pour nous l'anecdote, partager? euh, hein, je dois avoir quelques photos, je t'en ferai passer dans mon ordi, Ouais. je dois en avoir. L'anecdote de ça, c'est qu'en fait, mon rêve, et notre rêve à tous, c'était d'avoir la Marseillaise. Alors, il faut savoir qu'avant ça, il y avait jamais eu, si tu veux, c'était la première fois que l'équipe de France, on était champion du monde d'apnée. C'est la première fois. C'était la première fois. Brigitte 2008. Banégas te dira que non. Oui, parce Aurore Asso te dira que non. Non, parce qu'avant, il y avait une espèce de coupe la Coupe du Monde, ouais. qui était Avec, une Coupe du Monde, oui, exactement. D'ailleurs, qui entre avait trois fait pays. MIF, hein, qui avait fait MIF. Il y avait Olivier Leleu, il y avait eu Guillaume, il y avait Jean-Michel Pradon, je crois. Oui, Il y avait Claude, et je crois qu'ils avaient gagné les Français. Ils avaient gagné la coupe. Ils avaient gagné cette coupe, les hommes et les femmes. sûrement, Oui, sûrement, devant les Italiens, je crois. ça, je sais pas. Il me Ouais. semble, devant les Italiens. Et du coup, donc, on était hyper fiers de ça, nous, et on se disait, on voulait, notre rêve, c'est vraiment d'avoir la Marseillaise. Et, et en Égypte, à Charmes, ils n'ont jamais réussi à trouver la Marseillaise. Et en fait, on était dégoûtés parce qu'on est monté sur le podium et on a jamais eu notre Marseillaise, en fait. Voilà, pour l'anecdote. Il n'y avait pas YouTube à l'époque. Non, ouais, c'est vrai, ça. Voilà. Et donc après, ouais, 2008, on fait ça, donc ça s'était hyper bien passé. 2009, 2010, malheureusement, moi, j'ai pas pu y aller. Officiellement, j'étais coach de l'équipe. 2009, il partait aux Bahamas, justement. C'était aux Hmm. Bahamas, les championnats du monde individuels. 2010, c'était par équipe à Okinawa. Et là, c'est mon boss qui m'avait pas laissé partir parce que nous, on avait subi de plein fouet la crise des subprimes qui avait eu lieu Hmm. aux États-Unis, qui a eu des répercussions en France. Nous, on était vraiment dans le dur au niveau du boulot et ils sont partis sans moi, donc en 2009-2010. 2010, Japon, c'était exceptionnel. Ils ont fait un voyage à Okinawa, c'était quelque chose d'incroyable. Je crois qu'ils font quatrième par équipe là, cette année, les Français. Hmm. Et après, donc 2011, on repart à Kalamata en individuel. Il y a le titre de Guillaume, je crois, le titre de champion du monde de Guillaume. De toute façon, après, c'est la fin des championnats du monde en équipe et on est que sur des championnats du monde Non, individuels. il y a 2012 par équipe où on fait médaille d'argent à Nice. À Nice, médaille d'argent, garçon et fille. J'ai vu de batterie. 2012, il y a les championnats du monde par équipe à Nice et on fait médaille d'argent chez les filles et les garçons. Oui, c'est ça, c'est ça. Et après 2013, il y a la médaille de Morgane en individuel aussi à Kalamata. Voilà. Bah, Mais merci pour te Cyril, dire, en tout non, cas, pour ce ouais, voyage dans le temps. ouais. Je te raconte juste une dernière anecdote, c'est les 101 mètres. Ça me tient à cœur parce que Christian, c'était vraiment mon compagnon Donc, Christian d'aventure. Maldamé? Ouais, Christian Maldamé. Parce qu'il faut savoir que dans l'équipe, Guillaume était déjà professionnel, donc s'entraînait voilà, avec tous les moyens pour s'entraîner comme il faut. Morgan travaillait dans le sport, mais il avait la possibilité d'avoir des créneaux d'entraînement. Mais le seul dans l'équipe qui travaillait, qui avait un métier, c'était Christian, et qui devait aussi bien, si tu veux, lier son travail, ses entraînements. Et sur le papier, c'est lui qui ramenait le plus de points à l'équipe. C'est-à-dire que quand tu combinais les trois épreuves, la profondeur, le dynamique et le statique, c'est lui qui ramenait le plus de points à Excellent. l'équipe. Voilà. Et donc, quand Christian, il voulait absolument faire ses 100 mètres et valider ses 100 mètres en compétition. Et à Kalamata, il annonce 101 mètres. Et là, tu vois, où c'est hyper important. On est 11e annonce avec 101 mètres. Des points, quoi. Il est 11e annonce. Donc, sur le papier, aucune chance de faire un podium. Au moment où il part pour ses 101 mètres, à côté, il y a un Anglais qui s'appelle David King qui part pour 103 mètres. Donc, c'était dégressif, tu vois. Il avait 2 mètres de plus. L'Anglais, il fait la pire syncope et le pire œdème pulmonaire que j'ai vu de ma vie. C'est-à-dire qu'il ressort, ils vont le chercher, il est inconscient, il fait arrêt ventilatoire, il fait quasiment un arrêt cardiaque sur la plateforme, il le masse, il déchire la combi.
Le mec, il repart par miracle, il vomit 1 litre de sang. Et il y a Christian qui est en train de se préparer. Tu sais, il y avait les potences qui étaient face l'une à l'autre, en fait. Ouais. Et le mec est allongé sur la plateforme. Et je revois Christian qui a la tête dans l'eau à l'envers, qui a les yeux fermés. Il sent que ça bouge autour, tu vois. Ouais. Et il me dit Galou, ça va, tout se passe bien. Je dis ouais, Christian, nickel, tout va bien. Et là, le mec, il gerbe 1 litre de sang. Et j'ai Christian qui baigne dans le sang de David King et qui me dit ouais, tout va bien. Et je dis ouais, ça va bien, nickel, Christian, ça va le faire. Et en fait, il est parti comme ça pour ses 101 mètres. Il fait ses 101 mètres. Et en fait, tous les mecs devant s'étaient quasiment loupés. Et il sort une médaille de bronze, une troisième place au championnat du monde. Donc, Et il avait le visage en train de relaxer, il avait du sang tout autour de lui, quoi. ouais, c'est incroyable. Et donc, du coup, c'est pour ça que je te dis, ça aussi, c'était une anecdote qui était la pire parce que franchement, la syncope de David, elle était terrifiante. Elle était terrifiante et je te dis, d'ailleurs, le mec n'a plus jamais fait d'apnée de sa vie, hein. On ne l'a Ah plus jamais ouais, revu sur le circuit. finito. Mais et à côté de ça, il y a Christian qui fait ses 101 mètres, qui est 11e annonce et qui finit sur le podium à la troisième place. Ouais. Voilà, c'était incroyable. Ça me fait penser un peu à Dimitri Chavas qui a fait un très gros blackout à Ajaccio et que là, on le voit plus du tout dans le milieu de l'apnée. J'espère Bah, qu'il va bien et qu'il va Dimitri, revenir. ouais, Dimitri va bien. Dimitri, moi je l'ai eu, on a longuement discuté. Dimitri, voilà, il a donné beaucoup d'énergie pour vivre de son sport. C'est très compliqué aujourd'hui, hein, vivre de l'apnée. Franchement, Et du coup, ça me fait penser à Dimitri Chavas, hélas, qu'on ne voit plus dans le circuit après son gros blackout à Ajaccio en ouais. 2023 ou 2024. Ouais, et Dimitri, c'est vrai que je l'ai vu, on a beaucoup discuté. Et malheureusement, bah, c'est compliqué financièrement, si tu veux, de devenir professionnel dans ce sport. Et, et je pense qu'il avait besoin de retrouver un équilibre, De la stabilité, tout de la simplement. stabilité, voilà, de la Bah oui, on le sait très bien que c'est tellement stabilité dur de trouver de financière l'argent et pour notre de voilà, sport. exactement. Et ouais, j'espère que bah d'ailleurs c'est le podcast, c'est dans une logique aussi de professionnalisation de notre sport, c'est d'avoir un média régulier une fois par semaine, de recevoir les athlètes, de donner de la visibilité aux sponsors et qu'on essaie de se Et, professionnaliser. et je pense que Dimitri a vraiment un vrai talent. C'est quelqu'un de très intelligent. Il est très très fort. Il a une espèce de force en lui et une abnégation par rapport, pareil, un peu par rapport à la charge de travail qui est impressionnante. Et je pense qu'il va revenir. J'espère qu'il va revenir en tout Ouais, cas. Voilà. j'espère. En tout cas, il a Parce fait qu'il partie a, des il a gens des, ouais, il a des ouais. vraies qualités sportives et humaines. Et humaine. Humaine, c'est Ouais, un tout à amour. fait. Tout à fait. Moi, quand il m'a vu débarquer, chien fou aussi pas, avec des rêves plein la tête, il a été tellement bienveillant à me donner des conseils techniques et à me donner de la force. Donc, merci Dimitri, et puis on espère qu'il va revenir bientôt. Tout à fait. Cyril, est-ce que tu as une citation préférée? Non. Je pense que Non, t'en as une, mais tu ne veux pas la dire. non, 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 j'en ai pas. Je vais en reprendre une qui est pas de moi, par contre. Ah bah Et oui. Hmm. non, j'en prends une qui est pas de moi. Enfin, j'en ai deux même, mais qui sont de MIF, qui m'ont toujours fait rigoler parce que il les sort souvent. Mais je les trouve elles sont très vraies en fait. Bon, elles sont très vraies en fait. C'est entraînement difficile, guerre facile, mais elle est connue celle-là, hein. Mais c'est vrai que Steph l'utilise beaucoup. Et souvent, c'est de dire aussi, quand on veut faire l'Everest, on ne fait pas l'Everest pour préparer l'Everest. Donc je trouve qu'elle est très imagée, mais elle veut dire aussi, elle veut dire beaucoup de choses, cette citation. Voilà. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'en fait, tu te mets pas, tu vas aller, c'est step by step en fait. Si tu veux, tu prépares une grosse profondeur quand tu vas faire un 100 mètres ou que en profondeur en l'occurrence dans ce qui est notre métier ou que tu veux progresser, il faut vraiment y aller pas à pas et étape par étape et voilà. Et tu fais pas, c'est pas voilà, en Donc le step brûlant by les step. étapes. Donc step by step et vraiment voilà et c'est ce que je regrette un peu dans les nouvelles générations de l'apnée,
c'est qu'avec tous les outils qui sont mis à disposition des apnéistes, c'est-à-dire Frenzel, Mossfield, Pince-Nez, etc., ils arrivent de suite sur des profondeurs qui sont très conséquentes, mais souvent ils ne savent pas pourquoi. C'est-à-dire que souvent, quand tu vas à l'échec, quand tu descends, tu rates une plongée, bah, ton cerveau il se met en branle, tu dis merde, qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce que j'ai mal fait, j'ai raté ma compense, j'ai foiré mon truc, j'ai pas été une bonne position, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Quand tu réussis, tu dis ouais super, j'ai réussi, allez je rajoute 2 mètres et je la refais, ou je rajoute 5 mètres et je la refais. Mais en fait, tu cherches pas à comprendre pourquoi tu as réussi. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a démocratisé beaucoup d'outils qui permettent d'aller profond très vite. Et en fait, tu passes des caps sans trop savoir comment, pourquoi. Et du coup, tu te retrouves souvent dans des profondeurs où ça bloque. Et en fait, tu es obligé de revenir en arrière. Je te Ça, c'est donne un vrai. exemple. Mm. Pendant aussi pas, tu sais, on avait, ou en profondeur, hein, c'était vraiment. Je sais que tu plongeais pas au pince-nez de suite. Tu plongeais Mm. au masque, tu validais des profondeurs au masque jusqu'à 50, 60 mètres, et après tu utilisais un pince-nez. Mais d'abord, il fallait apprendre à aller à ces profondeurs-là avec un masque, compensé en mode, tu vois, en mode normal, quoi. Voilà, c'était pas. Mais c'est plein de détails comme ça. Mais ça t'obligeait, en fait, si tu veux, à valider des acquis, et à bien passer des étapes. Aujourd'hui, on veut aller très vite, très profond, et à un moment donné, tu le reprends dans la figure, quoi. Voilà. Cyril, donc bah, je suis coach, c'est mon métier. Est-ce que Oui. tu aurais un conseil à me donner pour être un meilleur coach? Ben, je sais pas si moi je suis apte à te dire si tu, Bah, avec toute si ton tu es. expérience de coach de l'équipe de France. Parce que Non, du tu sais, coup, après le savoir technique, tout le monde l'a, enfin, tout le monde peut l'avoir, il est accessible aujourd'hui. Je pense qu'il faut, c'est vraiment de l'empathie et d'aimer les gens et d'être curieux. mm, À partir du moment où tu aimes l'être humain, tu es passionné par ton sport et tu comprends les individus et tu sais comment ça se passe, tu vas avoir une vision. La force d'un coach, en fait, c'est pas d'être meilleur. Moi, c'est ce que je dis aux apnéistes. Je dis, les gars, dans l'équipe de France, vous êtes tous meilleurs que moi. Moi, je suis jamais descendu à 100 mètres de ma vie. Je vais pas vous expliquer comment on passe une compétence à 100 mètres, je l'ai jamais fait. Par contre, l'avantage que j'ai par rapport à vous, c'est que des apnéistes qui descendent à 100 mètres, j'en ai vu des dizaines et des dizaines et des dizaines parce que j'ai plus de 10 championnats du monde derrière moi et que les mecs, j'ai vu j'ai discuté, et j'ai un recul que vous avez pas. Parce que quand tu es sur une compétition, que tu es dans ta performance, tu es dans ta perf, tu es dans ton entraînement, tu n'as pas forcément le recul nécessaire qui te permet d'avoir une vision périphérique, de voir ce qui est important à voir, mais que tu ne perçois pas forcément quand tu es la tête dans ta performance et la tête dans ton état de préparation. C'est ça en fait être coach. Être coach, c'est un peu, tu es la vigie de ton athlète. Tu es sa nounou. Tu t'occupes de savoir ben voilà, ses horaires de passage, est-ce que va y avoir du courant, est-ce que l'organisation va être en mm. retard, est-ce que les navettes elles vont partir à la bonne heure, est-ce que voilà, c'est ça Tout en le fait. stress à côté, il est pour toi. Tu dois gérer, lui enlever un maximum de stress et lui faciliter la vie le plus possible. Après, te Mm, dire, il y a des athlètes, ils veulent pas qu'on leur parle, tu as des mm, athlètes, ils veulent qu'on leur parle, tu as des athlètes, il faut pas les toucher, tu en as, il faut les toucher. ouais. Après, ça, c'est chacun son truc. Mais vraiment, c'est d'essayer d'avoir ce recul nécessaire pour avoir une vision globale de la situation. Euh, j'ai encore un exemple qui était flagrant, qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Sur un championnat du monde à Kalamata, je sais plus, pareil, je crois que c'est 2011 ou 2013, je me rappelle plus. Tous les athlètes partent un peu avant, tu sais, ils y vont 15 jours, 3 semaines avant. Et je crois Mm, que là, ils étaient partis bien, bien avant. Et moi, j'arrive au dernier moment parce que je peux pas poser trop de congés. Et j'arrive et en fait, je vois Christian, Guillaume, Morgan, il y a Patrick Poggi aussi. mm. De Corse? Ouais. Euh, et il y avait Alice aussi. Et je les vois tous un peu tirer la gueule et assez fatigués en fait. Et je me dis, qu'est-ce qui va pas, les gars? Ouais, on tourne avant, ça passe pas. Tu vois, et c'est rare que je voyais, tu vois, des mecs comme Morgan, comme Guillaume, qui me disaient, ça marche pas, ça va pas, il y a des trucs qui vont pas. C'était pas normal. Il y a quelque chose qui va pas.
Donc en fait, on a repris ce qu'ils ont fait. J'ai dit, écoutez, on prend un calendrier, dites-moi ce que vous avez fait, ce que vous avez plongé, telle date, quand, comment, machin. Et en fait, on a pris une chose simple, on a pris un stabilo vert, un stabilo rouge. Les plongées réussies, on les a mis en vert, les plongées ratées, on les a mis en rouge. Et en fait, on a vu la première semaine, les plongées pour tout le monde, elles étaient vertes. La deuxième semaine, il y avait un peu de rouge. La troisième semaine, il y avait autant de rouge que de vert. J'ai dit, les gars, en fait, c'est simple, vous êtes juste fatigués, en fait. C'est-à-dire que vous êtes sur un championnat du monde, vous êtes à discuter avec les athlètes, à plonger tous les 2 jours. Et en fait, vous vous reposez quand? Quand est-ce que vous faites une coupure? Et en fait, vous êtes juste saturé, votre cerveau, mentalement, c'est peut-être pas physiologiquement, c'est peut-être pas, mais c'est mentalement, vous êtes fatigué. Et en fait, il a fallu, je les ai envoyés faire une excursion en bagnole. J'ai dit, je veux plus vous voir sur le site de la compète. Voilà, vous vous cassez, on loue une bagnole, vous allez visiter des cités antiques, vous allez faire ce que vous voulez, mais je veux pas vous voir dans l'hôtel, je veux pas vous voir avec les athlètes, en fait. Et en fait, ils n'ont pas plongé pendant 2 jours ou 3 jours, je sais plus. Et en fait, du coup, quand ils sont retournés à l'eau, en fait, ils avaient retrouvé l'agnac, la banane, et c'est Ouais. passé nickel. Et en fait, c'est vraiment ça, tu vois. Et autant tu peux être très expérimenté, tu vois. Guillaume, je vois, il a fait de l'apnée avant moi, il avait une expérience que peut-être j'avais pas, sauf que il s'est fait piéger Mm. parce que t'as la tête dans le guidon. Mm. Le pas de côté, la vigie. Et puis, tu as dit quelque Exactement. chose qui est très beau et qui est très vrai. Je pense que pour être un bon coach, faut aimer les gens, faut aimer Ouais, l'humain, et c'est important. c'est là où on donne le meilleur de soi. Il est vrai. Cyril, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire aux auditeurs de la Freediving Family? Partager un message, faire une blague? Faire des blagues, ouais, j'en fais, mais je préfère les raconter de temps en temps, mais ça, on le fera quand on Ouais. sera. Tu sais pourquoi est-ce que les champions du monde de Free Immersion, ils sont souvent très fatigués? Non. Parce qu'ils ont trop tiré sur la corde. Yes. Yes. C'est C'est bien des blagues sur l'apnée, ça. Je crois que c'est la première que j'entends. c'est vrai? Tu sais que j'ai Ouais, je osé te faire jure. une blague à Jean-Marc Barr quand même, hein. Je lui ai fait, tu sais, parce que j'ai interviewé Ouais, Jean-Marc Barr il y a pas ouais. longtemps, et je lui ai dit, tu sais pourquoi Luc Besson il t'a choisi? Je lui ai fait parce que Jean-Marc Barr résiste à la pression. Énorme. J'en ai Mais plein là, des blagues comme ça. ouais, énorme, Ouais. énorme. Non, Euh, non, à la commune de l'apnée, franchement, je vais dire merci, en fait. Je voudrais remercier tous les gens. J'ai eu la chance de côtoyer beaucoup de gens, beaucoup de monde. Frédéric Buil, Steph, évidemment, Mif, Pierre Frolat, tous les gens qui, le fait de les côtoyer, par leurs conseils, par leur professionnalisme, m'ont permis d'apprendre des choses. Je suis pas un roi des diplômes, hein, tu vois, j'ai pas de BPGEPS, tu vois, tu as plus de diplômes que moi. Alors je les ai pas passés parce que je te dis, la liberté que j'ai, c'est de vivre de mon travail et que l'apnée, j'ai pas d'école d'apnée et j'attends pas l'apnée pour vivre. Donc c'est une liberté qui me permet de plein de choses, d'acheter des équipements où je veux. Si je veux acheter du Crécy, si je veux acheter du Homer, voilà, j'ai pas de sponsor, donc je m'en fous. J'achète ce que je veux et ce que je pense être bien pour moi. J'ai pas besoin de faire de la pub pour faire vivre une école. J'ai pas besoin de, tu vois. Donc en fait, je suis vraiment libre dans mes choix. Et ça, c'est très important. Je fais ce job par passion. Je le fais pas pour l'argent, hein, parce que pendant Aïda, j'ai fait ça pendant 10 ans. J'ai mis la main à la poche pour venir coacher les athlètes. Je remercie tous les athlètes parce que grâce à eux, en fait, ça t'apporte vraiment beaucoup de satisfaction personnelle de te rendre compte que grâce à toi, tu fais progresser des gens et ils arrivent à valider des perfs qu'ils auraient peut-être pas fait sans toi. Alors attention, il y a un revers de la médaille. Le revers du coach, c'est qu'il n'y a rien de plus ingrat qu'un athlète en apnée. Pourquoi? Parce que je pense qu'un athlète, il te dit, je compte sur le bout des doigts les athlètes qui m'ont remercié ou qui te disent que finalement, heureusement que tu étais là. C'est très ingrat le boulot de coach, hein. Donc, faut pas faire ça pour attendre des remerciements ou pour attendre des. En fait, tu vois, faut pas faire ça pour attendre d'être mis sur le devant de l'estrade ou pour attendre des remerciements. Tu fais vraiment ça par passion.
as la passion du travail bien fait. Tu sais que voilà, tu as fait ce que tu pouvais. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas, hein. Tu fais pas toujours, tu mets pas toujours dans le mille, hein. Tu fais ce que tu peux. Mais en tout cas, tu le fais, voilà, et en espérant que ça marche. Et des fois, un geste, une parole, un truc très basique, ça peut vraiment changer la donne. C'est Alors vrai. chez Aïda, c'est plus facile parce que chez Aïda, il y a la notion du protocole, c'est-à-dire que quand ton athlète sort de l'eau, la validation du protocole est beaucoup plus technique Ouais. qu'à la masse, qu'à On la le rappelle, fédé. chez AIDA, faut enlever les équipements faciaux, donc pince-nez, masque, Voilà. Voilà. envoyer le signe une seule C'est fois ça. vers le juge et dire I am OK et Et, t'as 15 secondes à partir du moment où t'as réimmergé t'as sorti les voies aériennes. Alors et que c'est chez surtout que la CIMAS, c'est 20 secondes pour donner le signe. ouais, mais c'est surtout que le coach a le droit de dicter Ouais, le protocole aux athlètes. Et il y a beaucoup d'athlètes que tu sais que tu leur as sauvé leur perf parce de que ouf, de de ouf, ouf. de ouf, mais tellement Voilà. tout le temps. Voilà. Ah ouais, moi, on Voilà. m'a offert des cafés aux dernières compétitions de statique. Alors Ok. après, souvent, ils sont dans un tel état, les pauvres, quand ils sortent, qu'ils s'en rappellent pas, hein. Donc ça, Ouais. c'est tout à fait, tu peux pas leur en vouloir pour ça, hein. Mais Mm. non, mais voilà, mais franchement, si j'ai quelque chose à dire, c'est vraiment, j'ai voilà, que du bon. J'ai pas de pire souvenir ni de rancœur avec qui que ce soit, mais simplement merci à tout le monde, voilà, tous les gens. J'ai rencontré des mecs super. Voilà, j'ai fait des très belles rencontres. Des mecs qui ont des caisses de fous. Moi, des mecs qui m'ont impressionné, Patrick Poggi, Abdel Alouache, voilà, des mecs qui ont un passif de chasseur sous-marin comme Steph, hein. C'est les trois personnes aujourd'hui que je dois te dire qui m'ont le plus impressionné en apnée, c'est ces trois gars. Mm. Abdelatif Alouache, il est impressionnant. Je l'ai vu Impressionnant. sur sa Impressionnant. plateforme euh, à Ajaccio avant les championnats du monde, aller à 70 mètres, Mhm, mhm. déclencher un chrono, le regarder faire 3 minutes d'apnée statique à 70 mètres et le voir remonter frais comme un gardon. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été sélectionné cette année en équipe de France quand on voit qu'il a pris plusieurs médailles au championnat du monde AIDA la même année? C'est une bonne question. Je utilise mon droit de joker. Bon, Eh ben, on va terminer là-dessus sur le Joker. non, je vais pas. Non, non. En fait, tu sais, il y a beaucoup d'athlètes des élites qui n'étaient pas là cette année. C'est malheureux parce que tu as Arnaud Giral qui bat un record du monde au vertical blue et qui est pas disponible pour venir au championnat du monde. On a Tu as Alice Mondolo qui Mariana, est en Égypte, tu as Alice qui est pas là non plus. Tu as comment Mariana qui est pas disponible. Tu as Thibaut qui a Thibaut Guinness, ouais. Thibaut Guinness qui professionnellement est pas là. Tu as Steph qui a malheureusement pas réussi à sélectionner, qui était pas trop en forme. Mais franchement, on a une sacrée. Enfin, franchement, on a une des meilleures équipes du monde en France, hein, et on a des apnéistes d'un talent incroyable. On est une école de talent au niveau apnée qui est incroyable. Des écoles d'apnée, moi quand je visite l'école de Pierre à Monaco, c'est génial ce qu'il a fait, ce qu'il a fabriqué. Quand j'ai visité Blue Addiction à la Londe, c'est une super école. J'oublie pas Pascal aussi à Marseille, Pascal Huron qui fait des gâches aussi à DAB de temps en temps, Mm. qui est un super mec. J'adore la façon. Tu vois, chacun a des façons d'aborder l'enseignement de l'apnée différentes. Et chacun, ils ont réussi à former des mecs qui ont des super niveaux. Et voilà. Donc, on a la chance d'être dans un sport qui est très hétéroclite. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de solution miracle, en fait, pour devenir très bon en apnée. Il y a juste des outils et chacun doit prendre les outils qui lui vont le mieux, en fait. Tu vas aller sur un championnat du monde, tu vas discuter avec 10 athlètes qui descendent à 100 mètres, il n'y en a pas un qui va te dire qu'il a la même préparation. Ah non, c'est vrai que Il y en c'est. a, chacun va avoir un truc, alors tu vas dire, ah putain, c'est ça, je vais faire ça. Mais peut-être ce que tu vas faire, ça va pas t'aller du tout Mm. et ça va pas marcher avec toi. Donc c'est ça ce qui est magique dans notre sport, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a pas de solution. C'est à chacun de trouver son chemin et de trouver sa voie avec les outils qui sont mis à sa disposition. Bah merci en tout cas Voilà. Cyril de nous avoir raconté toutes ces anecdotes et de t'être livré à cœur ouvert. Et puis Écoute, j'espère te c'est avec rencontrer en plaisir. vrai et puis tu es le bienvenu Ouais, à bien Dahab. sûr.
Bien sûr. Ben, c'est très gentil, Julien. Merci à toi d'avoir proposé cet échange. Voilà, c'était très instructif et très sympa. Merci à Pareillement. tous. Merci. Salut.